Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros Motion Design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Maximin aka Pucci, un illustrateur motion designer. On parle de son parcours peu banal, de sa vie en freelance et de ses projets de clips de rap. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec Maximin. Bonne écoute. Salut Maximin, ça va ? Très bien, et toi ? Écoute, très bien. Ça va ta semaine ? Elle s'est bien passée ? Ouais, impec. Pas mal de projets en cours. Ouais. Donc tout va bien. Le beau temps, bon, il y a que aujourd'hui là où c'est pas fou dans le sud, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Ah, t'es dans le sud, toi, du coup ? Ouais, je suis dans le sud, ouais. Ok. Dans le sud, il fait Ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Incroyable. Ça arrive, ouais. Est-ce que tu peux t'introduire, te présenter un peu ton parcours Ouais, absolument. Donc moi, je suis free depuis une dizaine d'années. Ouais. Donc je bosse avec plein d'agences, surtout sur Paris, malgré le fait que j'habite dans le sud. Hein. Et en fait, moi, j'ai pas bossé dans des agences avant ou quoi. Je me suis vraiment lancé tout de suite en freelance. Ok. J'ai un background un peu spécial puisque j'étais carrossier peintre juste avant ce tournant motion design. Il y a pas mal de monde qui m'avait demandé justement un peu mon parcours, mon expérience là-dessus, parce c'est vrai qu'il y a plein de personnes maintenant qui décident un peu de se reconvertir. Ouais, exact. Parce qu'à l'époque, moi, il y avait, j'ai plein de potes qui ont commencé en tant que motion comme moi et qui sortaient d'école, mais d'école de graphisme pur. Ah oui. Et il n'y avait pas vraiment de formation motion, quoi. C'était vraiment juste des petits trucs un peu after. Et à l'époque, vraiment after, c'était vraiment plus utilisé pour les effets spéciaux, tout ça, pour un peu des introductions, des animations de logos, mais c'était pas aussi poussé que maintenant. Enfin, ça existait si tu veux, mais c'était pas autant développé que maintenant. D'accord. Ce qui fait que c'était tous les mecs venaient un peu sur le tas et apprenaient un peu d'eux-mêmes dans leur agence, tout ça, pour après finir, pouvoir faire du projet vraiment pur en motion, quoi. Et donc ouais, moi j'étais carrossier peintre à la base. J'ai un CAP peinture, un CAP carrosserie. Hein. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 20-21 ans, je crois. Ok. Et j'ai passé un bac en candidat libre. Puis j'ai fait une formation en ligne en BTS communication visuelle pour apprendre vraiment les bases un peu du graphisme pur, la typo, la composition, la couleur, tout ça. Ok. Mais après, ouais, depuis gamin, je dessinais, j'ai toujours été fan d'animation et tout ça. Et en fait, c'est un pote qui justement était graphiste et qui commençait à faire un peu de motion. Et j'en avais parlé un peu avec lui. Donc ce pote, c'est Julien Marterel, qui aujourd'hui est réalisateur en binôme avec Quentin, qui est connu en tant que motion sous Pingu. Ok. Donc pareil, c'était un gros motion. Enfin, il fait toujours un peu de motion, mais maintenant ils font vraiment que de la réal, pub, tout ça. Et c'est lui qui me disait, écoute, moi aussi je faisais du graphisme, mais je viens d'apprendre un peu la 2D sur After, tu verras, c'est génial. Et en fait, il a ouvert After, il a juste fait un carré où il a mis 2 clés de position et il m'a montré, et en fait j'ai trouvé ça ouf. C'était un carré, mais je me suis dit, c'est ouf. C'est ouf parce que tu peux animer tes trucs. Enfin, pour moi, c'était vraiment incroyable. Donc je me suis dit, c'est là-dedans, tu vois, qu'il faut que je me dirige. Ok. Et donc je commençais à faire des projets perso et tout. Que je commençais à poster sur Vimeo. Vimeo, à l'époque, c'était plus ou moins la seule plateforme qui avait vraiment accès sur tout ce qui était vidéo, motion et tout ça. Maintenant, ça s'est un peu perdu. Maintenant, Insta, ça a vraiment pris le dessus sur toute la partie graphisme, illustration, animation, tout ça. C'est clair. Et donc, du coup, je commençais à poster pas mal de projets perso que je faisais entre deux. Je me levais le matin à 6h, 7h. Je me mettais devant mon ordi et je commençais à bosser avant d'aller au boulot. Ah ouais. Après, je préparais mon sac, mon bleu de travail, je partais au boulot. J'emmenais mon PC portable et ma tablette avec moi. Pendant la pause de midi, pareil, je me mettais dans un coin et je bossais mes projets perso entre deux. Allez, excellent. Et ouais, je bossais à fond, j'étais hyper motivé. Et donc, j'ai fait un projet, 2 projets, ça a commencé à bien marcher. Et un projet qui a commencé à faire pas mal de likes, pas mal de vues. Et justement, mon pote Julien qui m'envoie, il me dit « Ouais, t'as vu ton truc où il a été repartagé ?» Je fais « Non, et tout, sur quoi ?» Et donc, ça avait été repartagé à l'époque sur Motionographer. Ah, yes. Donc, qui est quand même une grosse ref aujourd'hui. Ah oui. Encore plus maintenant qu'à l'époque, hein. Et donc, d'un coup, en fait, j'étais passé de genre de, je sais pas, pour l'époque, c'était beaucoup, hein, mais genre, j'étais passé de 50 ou 80 likes à 600 ou 700 likes d'un coup. J'avais pris je sais pas combien d'abonnés et tout, tu vois. Enfin, c'était assez ouf. Et donc, j'ai commencé à avoir des demandes pour du boulot. Direct, c'était le déclic, quoi. En fait, à l'époque, il y avait pas beaucoup de motion designers, même en free, tout ça.
Donc on était vraiment une petite communauté, tout le monde se connaissait si tu veux. Ce qui faisait que quand tu avais un projet, surtout en France, qui sortait, du coup forcément ça faisait des vues et les gens commençaient à te contacter. Donc, et ça c'était 1 an avant que je commence le free. D'accord. Donc je commençais à avoir des demandes et tout ça, et je disais non désolé, moi je peux pas bosser, tu vois, j'ai rien pour facturer, je suis pas, tu vois. Et plus ça allait, et plus je me suis dit, tu vois, c'est le moment de se lancer. Et j'avais en plus, ça c'est pareil pour ceux qui écoutent et qui se demandent un peu comment faire. Comme j'avais travaillé suffisamment longtemps et que c'était une création d'entreprise, même en auto-entrepreneur, ça reste une création d'entreprise. Donc il y avait l'aide de Pôle Emploi, qui c'était l'ACRE. Oui. Ce qui permettait en fait pendant 1 an ou 2 ans, en fait, tu choisis d'être ou de continuer à avoir tes droits Pôle Emploi, donc d'avoir ton chômage en continuant en pouvant bosser en même temps, tu vois. Ok. Ou sinon, tu peux avoir, je crois, 1 année entière versée en 2 fois. D'accord. Donc j'ai eu 2 fois 6 ou 7 000 euros, je crois, versés sur l'année. Ah ouais. Donc ça m'a permis d'avoir un peu d'argent de côté et de me dire, ok, je me lance sereinement, tu vois, et au pire, j'ai quand même un petit pécule de côté pour pouvoir payer le loyer, tout ça, pour être tranquille, quoi. Ouais, t'as quelques mois d'avance, quoi, pour... Voilà, exactement. Ça permettait d'avoir une petite trésorerie, tu vois, et d'être serein, quoi. Et de tester l'activité, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et comme j'avais mes potes, et eux, ça faisait déjà 1 an ou 2 ans qu'ils étaient en free en tant que motion et tout ça. Ils bossaient avec déjà pas mal de prod sur Paris. Ouais. Et ils parlaient de moi à côté de ça, donc ça commençait un peu à tourner. Ce qui fait que je crois que le jour où j'ai reçu mon papier d'auto-entrepreneur, c'est bon, le statut est enregistré, vous pouvez travailler, quoi. J'ai enchaîné tout de suite et en fait, de là, j'ai pas arrêté, quoi. Et donc en fait, dès ma première année, j'avais déjà suffisamment j'avais fait une année classique, quoi, tu vois. Une année classique, ouais. Donc ouais, hyper cool. Donc ouais, j'étais hyper content, quoi. Et j'ai commencé par beaucoup d'habillage TV au début. Pas mal de génériques aussi. C'était quoi, ouais, des génériques, du coup, génériques d'émissions ou ouais. Des petits génériques d'émissions pour France Télévisions, pour Canal, de l'habillage où là c'était vraiment, tu sais, mettre en place toutes les synthés, les transitions, les cartons textes qui apparaissaient, tout ça. Ok. Ouais. J'en avais fait quelques-uns au début, j'avais pas forcément les projets en complet. Et puis, plus ça allait, plus je prenais aussi de l'expérience en tant que motion. Après, le truc, c'est que j'ai commencé en free, de rien, si tu veux, sans expérience vraiment professionnelle. Mais en termes de gestion de projet, tout ça, moi, je suis quelqu'un d'hyper minutieux. Ce qui faisait que j'avais quand même de l'expérience en gestion de projet, tout ça, même sur mes projets perso, en fait, même quand je connaissais pas grand-chose, je me mettais toujours un peu des deadlines, des contraintes et tout ça. Donc, ce qui fait que ça a roulé assez rapidement. Donc, j'avais quand même un petit level à l'époque. Ce qui fait qu'on m'a assez vite donné d'après des projets complets. Et mon premier gros habillage, entre guillemets, c'était Automoto. Ah, allez. Celui de 2011, je crois, qui était tout en 2D, qui était assez cool. Donc du coup, ouais, j'avais fait tout l'habillage, tout le générique et tout. J'étais assez content. Bon, maintenant, il a changé, il est tout en 3D. Mais... à l'époque, c'était la 2D en force. Ah, ouais. Ah, mais c'est classe. Et du coup, juste pour revenir sur tes tout premiers projets là qui ont été postés sur Motionographer, etc. Et ça partait de quoi en fait? C'était un truc que tu voulais tester absolument? C'était Ouais. Alors ça, moi, les projets perso dans ma carrière, donc du temps zéro, on va dire, à maintenant, ça a toujours été primordial pour moi. Et je pense que même pour beaucoup de free, je pense que c'est vraiment une chose hyper importante. Moi, ça me permet vraiment de pouvoir tester de nouvelles choses. J'essaye toujours d'aller plus loin, de nouvelles techniques. Et depuis le début, c'est ça, en fait. Je voyais un truc, je me disais, c'est trop cool, faut que j'essaye d'aller plus loin pour pousser le truc. Okay. Je me mets toujours des barrières hyper hautes, si tu veux. Ouais. Même plus hautes que ce que j'imagine. Parce que je me dis, tu vois, si tu vises toujours plus haut, dans tous les cas, t'arriveras toujours à passer ce que tu t'es mis à la base, de base, tu vois. Oui, tout à fait, clairement. Donc j'allais toujours essayer d'aller plus loin. Après que ça aboutit ou pas, c'est pas grave, mais le principal, c'est d'essayer de pousser vraiment le truc. Et j'essayais toujours de partir d'une petite idée, tout ça. C'était des trucs un peu pas forcément hyper fous, quoi. Et là, celui sur Motionographer, c'était Creativity, je crois que j'avais appelé ça. Et c'était des espèces de petits pictos un peu animés, avec des petites transitions et tout ça. Et c'était plus ou moins la créativité sur chaque domaine, architecture, peinture, cinéma, tout ça. Okay. Et donc c'était le lot 1. J'avais fait des espèces de petits pictos logos qui correspondaient un peu à chaque domaine, si tu veux, et qui étaient animés. J'avais mis une petite musique dessus, quoi. Et ça avait bien marché. Classe. Et tout est parti de là. Et ouais, donc du coup, les projets perso, pour toi, c'est plus de chercher le défi technique ou le défi, le concept à faire, à illustrer, ou ça va être quoi plutôt, le moteur? Alors ça dépend, ça va être, pour ma part, ça va être quand même le défi technique, ça c'est sûr. Ouais. Après, la technique doit pas prendre le pas sur tout le reste, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une structure, d'écrire un minimum. Moi, même un projet perso où je vais juste animer une balle qui rebondit,
souvent je vais commencer déjà juste par écrire, ok, qu'est-ce que ça fait, parce que j'arrive à m'imaginer assez rapidement en fait l'animation, enfin tout le détail. Ouais. Donc de pouvoir l'écrire déjà, c'est assez primordial pour moi, ça commence de là. Mais j'essaye quand même de pousser techniquement toujours plus loin. Le but pour moi, c'est de me faire plaisir sur le projet, mais en même temps d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, tu vois. C'est assez important d'essayer de se renouveler. Ouais. Alors j'essaie, au début, pas que je m'éparpillais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai commencé, je faisais un peu de 3D aussi. J'avais fait un petit projet aussi qui avait pas trop mal marché, où j'expliquais un peu mon boulot motion designer, qu'est-ce que c'est. D'accord, ouais. Genre tu peux faire de l'identité, tu peux faire de l'habillage et tout ça, et j'avais mis pas mal de 3D dedans. Et je m'étais dit comme ça, moi, c'est cool, tu vois, et tout. Ouais, et en fait, j'avais vu que pour moi, c'était trop un gros challenge. La 3D, je trouve ça vraiment hyper cool. Surtout le côté un peu maintenant, il y a une espèce de côté un peu 2D, un peu minimaliste dans la 3D qui se fait vachement en motion, Totalement. qui est vraiment hyper cool. Ouais. Que j'adore, mais qui est pas pour moi parce que quand j'ai commencé à lancer ces 4D et tout, juste en fait, en termes de réglage, en termes de. Enfin, ce qu'il faut penser pour sortir, pour faire tes exploits et tout ça, c'était l'enfer, quoi. Et je me suis dit, bon, ça, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien, en fait. Enfin, moi, je viens du dessin, tu vois, là-bas, si tu veux. Donc, tu fais ton trait, bon, ben voilà, tu vois tout de suite. Ouais. T'as pas besoin de passer par 1 milliard de réglages. T'as pas besoin d'avoir une machine hyper, tu vois, hyper poussée pour pouvoir pour faire tes trucs. Donc, ouais. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et j'avais commencé un peu l'animation traditionnelle et tout aussi au début, mais c'est pareil, ça demande un énorme taf, une implication vraiment importante. Et j'avais aussi laissé tomber ça pour me concentrer vraiment que sur la 2D, la DA vraiment, tu vois, tout ce qui est composition et tout ça. Et je me suis remis à l'animation traditionnelle il y a quelques années maintenant. Et là, du coup, j'ai vraiment poussé là-dedans et je pousse vraiment là-dedans maintenant, tu vois. Ouais. Mais c'est important de se concentrer sur un truc, d'y aller à fond, que ça soit en projet pro ou en projet perso, mais de bien le maîtriser. Moi, mon but, c'est me dire, si je le mets dans un showreel ou que je poste le projet perso, c'est que je sais que derrière, je peux le sortir en projet pro, tu vois. D'accord, ok. Je veux pas sortir un projet perso qui va être hyper animé de ouf et tout ça, mais qui dure 5 secondes et qui m'a pris 6 mois. Si le mec va me dire, ouais, bah on a 10 jours, bah non, en fait, tu vois, non, c'est pas possible. Donc, tu te mets des vraies contraintes de prod, de projet, quoi. Exactement. Bon, après, il y a aussi, il y a la contrainte aussi que, je veux dire, aujourd'hui, il nous faudrait 48 heures pour faire une journée, tu vois, parce que entre la vie perso, la vie de parents, les projets pro et tout ça, tu te mets des contraintes, mais à un moment donné, tu rentres des projets et tout, donc bon, ça prend forcément un peu de retard, mais c'est important quand même de se mettre une petite contrainte. Ouais. Et en matière de gestion de projet, je pense, au début, moi, je faisais des projets vraiment hyper longs, tu vois, enfin des projets genre d'1 minute, 1 minute 30. Et c'est pas forcément la meilleure solution, même pour apprendre, pour essayer des trucs, parce que tu mets trop de temps en fait finalement à les faire. Ouais, clairement. Et le format Insta a changé pas mal ça en fait aussi, parce qu'à la base il y avait une contrainte, je crois, mais bon, finalement il y a personne qui regarde vraiment. Avec IGTV maintenant oui, mais il y a personne vraiment qui regarde un post de 1 minute, tu vois, sur Insta. Ouais, c'est pas Donc le format court a beaucoup évolué par rapport à ça, et c'est beaucoup mieux en fait. Ouais, il vaut mieux t'as fait un truc de ouf qui dure 5 secondes, mais de le faire vraiment bien, et de le poster rapidement, plutôt que de passer 6 mois dessus et finalement de jamais le finir, tu vois. C'est clair. Et c'est pour ça, je trouve, les initiatives genre Monday's Challenge ou les trucs comme ça, où t'as c'est vachement bien. une semaine, t'as un code couleur, t'as un thème, ça te permet vachement de tester des trucs, quoi. Ouais, carrément, ça c'est vraiment cool. Tous ces petits challenges comme ça, j'incite vraiment moi à les réaliser, à les faire. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Le Monday Challenge, c'est bien parce que ça revient tout le temps. Ouais, donc t'as une deadline pour le sujet, mais il y a certains challenges qui sont juste à une période de l'année, bien que ça t'empêche pas de pouvoir le faire à côté, hein. Tout à fait. Mais il y en a pas mal, il y en a vraiment beaucoup, et c'est vraiment cool, et c'est bien parce que ça rentre dans un contexte un peu, même si c'est du perso, que t'as pas vraiment finalement on te donne juste un lien et dire bon bah voilà, et description vite fait du truc, mais t'es libre de faire ce que tu veux, mais en même temps il y a quand même la deadline et le sujet que tu dois respecter, le code couleur, ce qui est le truc classique du projet pro, tu vois, même si bon il y a plus de contraintes, mais du coup ça te met quand même dans une ambiance, tu vois, ok, bon bah j'ai ça à faire avec ça le truc, je dois respecter la thématique et le code couleur, donc c'est vachement bien, je trouve, comme concept, quoi. Ouais, de ouf. Et juste pour revenir sur la 3D, il y avait Jean-Philippe Jambert. Ouais. qui avait une question qui rebondissait bien justement sur ce thème-là. Il nous dit que on voit parfois dire que le motion 2D va décliner et se faire emboîter le pas par la 3D.
Et toi, du coup, en tant que spécialiste 2D, quel est ton avis sur la pérennité et l'évolution de ce domaine? Et est-ce que tu envisages de passer à la 3D à terme? Eh ben justement, alors c'est marrant parce qu'il y a pas très longtemps un Marocain, je crois, qui m'a posé justement la question. Un petit jeune qui apparemment, j'ai regardé un peu sur son Insta, qui commence à vouloir faire un peu de motion, un peu de 2D, il anime un peu des pictos et tout ça. Ok. Et c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de projets en 3D vraiment cool et qui sortent. Et du coup, il me posait la question, c'est quoi le futur du motion, tu vois? Donc je lui dis, qu'est-ce que t'entends par là, dans le sens technologique, tout ça? Et il me demandait par rapport à la 3D. Moi, la 3D, comme la 2D, comme la stop-mo, comme la réal, c'est des compétences. C'est-à-dire que c'est vraiment une compétence, un skill particulier. Et il y en a aucun qui... il faut se dire qu'on est dans le motion, on n'est pas dans le cinéma. Dans le cinéma, oui, entre guillemets, la 3D a pris le dessus sur la 2D. Pourquoi ? Parce que même si tu prends du Pixar, du Disney, voilà, enfin peu importe, c'est des films de ouf qu'ils font. Enfin voilà, il faut le dire, hein, la 3D elle est dingue. Ça prend beaucoup de temps à réaliser. Il faut se dire qu'un film en 2D, là je parle pour 2D traditionnel, hein, pour du dessin animé, mais bon, sur le principe c'est à peu près pareil. Ça prend 2 fois, 3 fois plus de temps, puisque ton personnage en 3D, quand tu l'as rigué, il est fait. T'as pas besoin de revenir dessus, tu vois. Ouais, alors qu'en 2D, t'es obligé de le redessiner à chaque fois. S'il y a une faute, s'il y a un truc qui est problématique voilà, t'es obligé de le refaire. Ben d'ailleurs, de toute façon, Mehdi l'explique très bien dans le podcast que vous avez fait juste avant. Enfin, tu vois, ça, tu peux, tout à fait. Une séquence de 2 à 3 secondes, ça peut prendre une semaine, quoi, tu vois. Donc, et encore, on n'est pas encore dans l'étape après de clean et tout ça, tu veux. Donc, ça a pris le pas un peu là-dessus sur le cinéma, parce que forcément, c'est un budget, c'est un coût, ça demande énormément de compétences. Bien que la 3D, c'est des compétences encore, d'autres compétences, hein, qui sont folles aussi, hein. La preuve, hein, c'est que t'as vraiment un rigueur, un animateur, le mec qui va faire la light, le mec qui va faire l'animation, enfin voilà. Texture, tout ça, ouais. Exactement. Donc sur le cinéma, ouais. Sur le motion, je pense pas, parce que d'ailleurs, il y a un moment donné la 3D qui est vraiment venue en force, on voyait vraiment que de ça, et là, il y a quand même la 2D, on en voit vraiment de partout, et je pense que c'est une question de budget peut-être aussi, mais pour moi, c'est une compétence comme une autre, il y en a pas une qui va prendre le pas sur l'autre. Je pense pas. Après, je donne mon avis, tu vois, vraiment. Mais je pense pas qu'il y a une compétence qui va supprimer l'autre, parce qu'il y a des envies, il y a des projets qui rendent mieux en 3D, il y a des projets qui rendent mieux en 2D. Ça dépend de ce que le client veut aussi. Totalement. Il faut savoir aussi qu'il y a un client derrière, et beaucoup de clients n'ont pas forcément le côté qu'est-ce qui est le plus cool aujourd'hui. Non, il veut juste un truc. Et après, on adapte la technique et le budget aussi par rapport aux besoins du client. Donc non, je pense pas que la 3D va remplacer. D'ailleurs, maintenant où justement ça se combine de plus en plus, il y a de plus en plus de projets hyper cool qui sortent, combinés 2D, 3D. Totalement, ouais, exact. Et qui sont vraiment bien, avec des persos en 2D, des fois en 3D, ou même le contraire. Il y a Noble, un studio français, avec Julien Nantek et Cyril Lizard, qui avait fait des projets mixage 2D, 3D qui étaient vraiment cool. Et après, bon, en gros studio, il y a Giant Ant, il y a Buck. Les derniers projets qu'ils avaient fait pour Apple, tout en 3D de ouf pour la sortie du nouveau Mac Pro. Il y a énormément de 2D aussi dedans. Et d'ailleurs, Buck, voilà, les gros studios savent très bien combiner les deux. Et je pense que l'un ne va pas supprimer l'autre. Il y aura peut-être des fois des tendances plus. En fait, aujourd'hui, c'est plus le style, je pense. Parce que tu le vois même sur la 3D. Hein. Aujourd'hui, on en a des styles un peu, tu sais, des persos un peu que je trouve vraiment hyper cool, un peu minimalistes, qui vont pas avoir, par exemple, des petites têtes avec des grosses jambes. Totalement, et tout ça. Ouais. Et ça, en fait, tu le vois, je veux dire, cette ambiance, ce style, tu le vois aussi bien en 2D qu'en 3D. Ouais, c'est pas faux, ouais, exact. Les références, en fait, moi, quand je cherche une référence pour un projet, je me limite pas à la 2D, tu vois. Il y a des persos, par exemple, que je vais voir hyper cool en termes de morpho et tout ça, qui sont en 3D, et qui vont me servir pour de la 2D, tu vois. Et c'est beaucoup comme ça aujourd'hui, donc... C'est plus, tu penses que ça va plus se combiner, en fait, ça va plus vivre ensemble que plutôt une concurrence. Ouais. Ok. Sachant en plus que pour le coup, en animation, vraiment en motion, en pro, en pub et tout ça, pour le coup, un film 3D demande vraiment beaucoup plus de budget qu'un film 2D, parce que là, on utilise de la 2D assistée par ordinateur, hein, quand on parle pas de tradi. Hein. Ce qui fait que un carré à faire bouger sur After, en soi, c'est plus simple qu'en 3D, même si en 3D, c'est hyper simple, si tu veux. Le budget est complètement différent, et un budget en motion de 1 minute, avec du perso et tout ça, qui peut se faire assez rapidement, en 3D, il va falloir mettre plusieurs personnes dessus et le budget peut exploser. Donc, déjà, par rapport à ça, je pense que déjà, c'est pour ça aussi, parce que mine de rien, le motion, il faut pas voir que
que les gros projets à la Buck, à la Hot Philos, tu vois, parce clairement. que ça, c'est les projets qui font rêver. Il y a la réalité aussi qu'il n'y a pas tous les projets qui sont comme ça, surtout en France, où on a des projets quand même qui sont plus classiques. Ouais, totalement. Ce qui fait que voilà, le client n'a pas forcément 15 ou 20 ou 30 000 euros à mettre dans un projet. Donc là-dessus, non, il faut être assez serein, on peut se lancer dans la 2D tranquillement. Mais c'est bien aujourd'hui Aujourd'hui, il y a plus de facilité quand même pour la 3D. Je pense qu'il faut pas hésiter à s'y mettre aussi, comme à la 2D, comme à la tradi aussi, c'est pareil. Il faut pas avoir peur de tester des choses, quoi. Mais je pense pas qu'il y a une compétence qui va supprimer une autre, quoi. Ok. Et c'est vrai que même dans le cinéma, là, il me semble qu'il y a un nouveau Space Jam qui est dans les tuyaux, si je ne m'abuse. Crois, ouais. J'ai pas vu les images, mais si ça suit la courbe du premier, ça va être de l'anime 2D sur du film, quoi. Donc c'est pareil. Il y a je crois que c'est un Pixar ou le nouveau Disney là avec les esprits. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais vu la bande-annonce et il y a une grosse partie de 2D aussi. Enfin, ça donne vachement. Ça se mixe de plus en plus. Et de toute façon, même on le voit. En fait, la 2D maintenant, c'est ça qui est marrant, c'est que la 3D pour beaucoup de choses, c'est devenu un peu la base, un peu vraiment, surtout pour le cinéma et tout ça. Et en fait, maintenant, la 2D revient en mode, ça rajoute en fait le petit côté cool. Et on l'a vu beaucoup, même si c'était léger, mais on l'a vu beaucoup d'ailleurs sur Spider-Verse, là, avec le dernier Spider-Man qu'il y a eu, qui était complètement dingue. Et ça, c'est de la 3D que je kiffe, tu vois. En plus, c'est ça qui est cool, parce qu'il y a vraiment un espèce de rendu un peu stop-mo 2D, même, sur la façon dont ils ont produit leur truc. Et il y a tous ces petits effets, délire comics un peu, et 2D, tu vois, qui sont par-dessus et qui sont vraiment trop bien. Clairement. Ce Spider-Man là, il a fait vriller des têtes. Ça a été une claque. C'était vraiment cool et ça change et c'est bien. Moi, je suis fan, bien sûr que je suis fan de Disney, de Pixar, même si j'ai tendance à plus m'orienter vers du Ghibli, tout ça. Mais il y a ce problème d'Oscar un peu où c'est un peu toujours les mêmes films. Quand il y a un Disney qui est aux Oscars, tu sais que c'est lui qui va le prendre. Ah oui. Et donc il y avait toujours un Disney qui gagnait, alors qu'il y avait des films en compète de ouf, étrangers, qui arrivaient à chaque fois et qui étaient complètement dingues. Malgré, ça n'enlève rien au fait que les Pixar sont vraiment hyper bien. Hein. Mais là, ouais, Spider-Man qui est sorti, qui ressort avec l'Oscar, c'est vraiment cool, ça change en fait, ça y est, il n'y a plus que le monopole Pixar sur les Oscars. C'est ça, ouais, grave. Et ça a été un peu dommage pour le film Netflix là, qui est complètement ouf aussi là. Le film d'animation. Oui, Christmas... c'est pas... Close, tout à fait. C'est ça. Qui a été présenté, qui n'a pas eu d'Oscar, je crois, qui a eu énormément de récompenses, mais je crois qu'il a juste été nominé aux Oscars. Alors, je sais pas ce que c'était comme film qui était en compétition. Je crois que c'était La Reine des Neiges 2, peut-être. Ah, voilà. Alors, je l'ai pas vu. Techniquement, c'est ouf. Alors, moi, ça me... C'est pas le genre de Pixar qui... tu vois, pour moi, Coco, par exemple, c'est un chef-d'œuvre. Coco, clairement. En termes de musique, en termes de rendu, c'est complètement fou. Les Toy Story, bon, bah voilà, on n'en parle pas. Toy Story 1, enfin, tu vois, pour moi, classique, c'était la base. Ouais. Donc voilà, et tout ce qu'ils ont fait, ouais, c'est vraiment cool. La Reine des Neiges 2, bon, enfin, techniquement, c'est ouf, tu vois. Mais quand t'as un Klaus qui est à côté, avec, il y a eu, je crois, je sais pas, je crois que ça fait 6 ou 7 ans que les mecs bossaient dessus, qui est complètement en 2D avec un rendu 3D, mais alors que c'est que de la 2D. Le rendu, il est ouf. C'est complètement fou. Techniquement, c'est fou, mais il paraît, moi, je l'ai pas encore vu, parce que bon, bah, du coup, j'attends Noël pour le voir, pour mettre en condition. Mais il paraît quand même que l'histoire est vraiment cool, enfin, c'est dommage que ce soit pas ce genre de film qui soit mis en avant, quoi. Ouais, qui apporte quelque chose et pas une suite. Ouais. Qui apporte quelque chose de nouveau, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Et du coup, pour en venir à ce que toi tu fais, on va peut-être enchaîner sur les clips, les fameux clips en animation, du coup, que t'as fait pour Seb et Green Montana. C'est ça, ouais. Alors, du coup, comment t'en viens à travailler avec eux, en fait? Comment la jeunesse du projet, elle se fait? Alors, c'est deux process différents parce que... Enfin non, le process est le même finalement. C'est une prod qui t'appelle et voilà. Et après, c'est géré plus ou moins de la même façon. Mais on va dire que je parlerai vite fait après du clip de Green Montana, mais c'était encore un autre contexte. Mais pour le clip de Seb, donc j'ai bossé avec le studio Werlen Meyer, qui a déjà fait en fait un court-métrage pour Cyril MP4, qui est un autre gros youtubeur. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur sa page. Il a même fait un making-of de 30 minutes où il explique un peu le projet, comment c'est. Cool. Donc du coup, Werlen Meyer était un petit peu dedans. Ils avaient fait aussi un clip pour
pour Orelsan, complètement animé. Enfin non, pas complètement animé, avec mix prise de vue réelle et animation. Ah, c'était Paradis, non, du coup? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Ouais, c'est celui-là. Ouais. Okay. Et ben du coup, ça a super bien matché avec le studio. Et c'est eux qui ont fait tout l'album, toutes les illustrations, les covers, le livret, qui ont géré toute la partie un peu DA graphique pour cet album-là. Okay. Et donc ils ont été approchés par... alors il faut savoir que tous les youtubeurs, la plupart, peut-être pas genre les gros, mais la plupart des gros youtubeurs, il y a une prod qui les gère derrière. Voilà, c'est un gros système, hein. C'est pas juste le mec qui est chez lui derrière sa cam. Ouais, on n'est plus là, tu vois. Il y a des gros studios et tout ça derrière. Et là, la différence, c'est que c'est un clip. Là, c'était pas un contenu vraiment youtubeur, c'était un contenu musical. Étant donné que le mec est youtubeur, ça passe forcément sur sa page YouTube. Mais là, du coup, il y a un label aussi qui gère l'image de l'artiste et toute la partie musicale. Là, c'est vraiment indépendant de ce qu'il fait. D'ailleurs, il est peut-être Seb fait peut-être partie des youtubeurs indépendants qui gèrent lui tout seul ces trucs, parce que lui, pour le coup, il est vraiment chez lui et tout ça. Ouais, tout à fait. Mais là, comme c'est de la musique, il est dans un label, il a signé et tout ça, donc il y a tout le label qui gère. Et donc ils ont appelé Warlen Meyer pour ce projet-là avec une idée en tête. Ils leur ont expliqué un peu le truc. Et Warlen Meyer, du coup, m'a contacté pour être réel sur ce projet. Donc ils m'ont pas contacté de rien. C'est pour ça que c'est important, les projets perso, ça permet de se faire connaître, ça permet de pouvoir taffer des trucs qui te font envie, voilà, tu vois, de dire ok, moi j'ai envie de vraiment faire un truc cool, un peu plus scénarisé, tout ça, qui sort un peu de la banque, de l'assurance, tu vois, de la téléco, enfin voilà, de tous ces trucs-là. Totalement. Donc ça, c'est important, mais mine de rien, il y a toujours une part de chance, si tu veux. La chance, elle est toujours là, et la chance, il faut la provoquer, si tu veux, mais bon, à un moment donné, elle arrive aussi. Et moi, je connais un des fondateurs de Warlen Meyer, qui est Gwen Germain. Ça fait une dizaine d'années que je le connais. On s'était rencontrés à l'époque, il était encore étudiant en master chez Créapol. Il bossait sur son court-métrage. On avait hyper bien accroché. Il était jeune, hein, il avait 18 ou 19 ans. Et il m'avait montré un peu l'animation et tout ça. Donc, et du coup, on avait gardé vraiment bon contact. On se parlait assez régulièrement. Okay, et cool. entre-temps, il a fait son master. Il a sorti son court-métrage, Celles et cieux des 6 messieurs, qui a fait un énorme buzz à l'époque. Il est encore sur Vimeo. Il a fait, je crois, 1,5 million de vues, ce qui est énorme pour Vimeo. Ouais. Ça, c'était il y a 7 ou 8 ans. Donc, il faut se dire que 1 million de vues sur Vimeo, c'est équivalent à beaucoup sur YouTube. Parce que sur Vimeo, c'est que des pros. Surtout à l'époque, c'était vraiment que des pros qui regardaient ça. Donc, c'est comme si tu faisais, je sais pas, peut-être 10 millions ou 15 millions sur YouTube. Enfin, c'est énorme. Donc, le mec a sorti ça, il avait 20 ans. Et il me dit, ouais, t'en penses quoi et tout de ce truc-là? Et je dis, en fait, moi, quand il m'avait montré le court-métrage juste avant de le poster, j'avais pris une claque et je me suis dit, mec, c'est bon, quoi. Ta carrière, elle est lancée. T'es sûr et tout, mais tu t'en rends pas compte, mais tu verras, il a posté le truc, ça a fait un énorme buzz. Il a bossé, du coup, juste après ça. Il sortait de son master, hein, il est appelé par la femme qui est producteur de Wes Anderson pour bosser sur L'île aux chiens. Et en fait, c'est... donc il avait 22 ans et il était DA et directeur d'animation 2D sur tout le film L'île aux chiens. C'est-à-dire toutes les parties de séquences animées 2D, c'est lui qui les a faites. C'est lui qui était directeur d'animation. Il gérait des animateurs japonais qui sont juste des stars de ouf au Japon, qui ont bossé pour les plus grands studios japonais. Donc il les gérait. Donc pour dire tellement que Wes Anderson avait kiffé son court-métrage, quoi. Donc ça avait fait un gros buzz. Il y avait un chef d'orchestre qu'il avait appelé pour recomposer la musique du court-métrage et tout ça, parce que lui avait pris une musique de Ghibli dessus, qu'il avait calé dessus. Okay. Enfin voilà, truc de dingue. Et il me disait qu'il avait envie de monter une boîte de prod ou un truc comme ça. Et je crois qu'il avait enchaîné pas mal de projets, il avait signé dans pas mal de studios un peu en tant que réal et tout ça. D'accord. Et puis il a fini par monter son studio, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, avec son frère et un autre pote, donc qui est Warlen Meyer. Oh, ok. Et donc du coup voilà, d'où la chance aussi que mine de rien, voilà, c'est une rencontre que j'ai fait il y a un moment et qui est devenu un bon pote et du coup qui a pensé à moi parce que le sujet s'est dit ça c'est un truc qui pourrait plaire à Max, quoi, tu vois. Et donc ils m'ont donné carte blanche sur ce projet-là, quoi. Ok, cool. Donc voilà, ça c'est comme ça que j'ai été approché, on va dire, entre guillemets. Et donc ils me disent, voilà, on a un brief, il y a Seb qui veut faire un clip de son nouveau son qui s'appelle Level Up, donc qui a des... Il parle pas forcément de jeux vidéo en termes de paroles, mais par contre l'ambiance musicale, l'ambiance sonore, on est à 100% dans le jeu vidéo. Il y a énormément de refs à Crash Bandicoot et tout ça, c'était d'ailleurs la ref de base pour le son, pour les clins d'œil et tout ça. Et l'idée, elle était hyper simple, hein, vous pouvez pas faire plus compliqué, ça tenait sur 2 lignes, c'était, voilà, je veux que le clip, ça ressemble à un jeu vidéo plateforme de l'époque, où c'est mon avatar qui parcourt le truc. Il faut qu'on sente que
c'est le mec qui a poncé le jeu, qui connaît le jeu par cœur, et qui Ok. du coup enchaîne même les phases difficiles facilement. Tu vois, c'est tac, 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 il connaît tout par cœur, il sait où il faut sauter et tout ça. Ok, ouais. Et voilà, c'était le brief. Donc du coup là-dessus, bon bah allez-y maintenant les gars, faites ce que vous voulez. Donc j'ai proposé quelques refs, d'abord avec Warlen Meyer. Ouais. On dit ouais c'est cool et tout. De là j'ai fait juste une planche, juste un background avec un perso qui était différent de ce qu'il est maintenant. Et on leur a proposé la DA, ils ont kiffé, et de là c'est parti. De là le projet s'est lancé, et voilà, donc là c'était hyper cool, enfin j'étais hyper content. Ah ouais, tu m'étonnes. Déjà d'une, le projet est cool, voilà. Faut pas se mentir, si on t'appelle, bon après il faut aimer le jeu vidéo, faut aimer tout ça, mais bon, quand on t'appelle pour un projet, tu sais que tu vas être payé, et qu'en plus, tu auras de la visibilité derrière. Aujourd'hui, le clip, je crois qu'il a 1 500 000 vues, ce qui est quand même cool, tu vois. Ouais, clairement. Et qu'on te dit, bon bah voilà, bah le projet, c'est vas-y, fais-toi plaisir, tu fais un projet comme si c'était un jeu vidéo, enfin tu vois, enfin franchement, Le rêve. déjà rien que ça, tu vois, j'étais trop content, quoi. Ouais. Je me suis dit, allez, c'est comme si je faisais un projet perso et que j'étais payé derrière, tu vois. Ouais, totalement. Donc déjà, nickel. Et donc j'ai commencé à écrire, on a fait 2 ou 3 versions, où j'expliquais vraiment, à part certains moments, mais tout ce qui se passe dans le clip, ça a été vraiment écrit, hein, si tu veux. Après, tout est scripté, quoi, du coup, pour le... Ouais, tout est, moi je commence toujours comme ça, je décris vraiment tout, à part, bien sûr, il y a des moments que tu rajoutes au fur et à mesure, à un moment donné, quand il est dans le tableau du cimetière, où il arrive devant le cercueil, il y a un gros truc de chauve-souris qui monte, ça c'est des trucs que tu rajoutes après, tu sais, pour dynamiser un peu le tout. Totalement. Mais on va dire que tout le schéma a été... ça a évolué au fur et à mesure, donc le script a évolué, mais tout était déjà écrit. Ok. Donc on leur a fait valider au fur et à mesure et tout ça, pour le concept, avec les niveaux de difficulté, il fallait qu'on sente quand même qu'il y avait un challenge de difficulté entre le début et la fin, avec les styles aussi de parcours, plus des trucs plateforme, plus de combat, plus vraiment juste de la plateforme avec un espèce de parcours et tout ça. Et une fois que c'était validé, on a commencé les designs d'abord de Seb, du coup de l'avatar. Mmh. Ouais. Et donc on a fait quelques versions, c'était assez rapide. Et le boss final. Avant ça, bien sûr, on avait fait un call avec Seb et avec le manager d'une bonne demi-heure pour bien discuter du projet, tout ça, tous ensemble. Après, c'était de temps en temps, enfin Seb donnait tout le temps son avis, mais il y avait quand même le manager derrière. Étant donné qu'il a quand même une image liée à YouTube et tout ça, que le mec se gère, si tu veux, il lui demande son avis, il a la décision finale, mais il est vachement libre. Ce qui est complètement différent avec d'autres artistes vraiment musicaux. Je l'ai eu le cas avec Green Montana, où si tu veux, son avis était important, mais en gros, t'as le manager et le DA qui gère son image, qui lui valide à la fin. Ah, c'est pas lui qui dit le dernier... Non, il faut que l'artiste soit content, mais voilà, il part du principe que c'est l'autre qui gère l'image, ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en avant, donc voilà. Okay. Avec Seb, c'était un petit peu différent, ils étaient quand même assez libres, donc ils faisaient quand même ce qu'ils voulaient, enfin voilà, c'est lui quand même qui décidait, chacun, c'était une émulsion un peu entre tout le monde, si tu veux. Et donc on faisait toujours tout le temps du WhatsApp, tu vois, pour discuter, est-ce que c'est bon, enfin voilà, pour lancer le projet. Et après, ils étaient assez... on était assez libres, on se parlait pas tous les jours pour savoir si tout avançait, on avait prévu un planning en leur disant, voilà, on va vous envoyer au début le maximum des éléments, après une fois qu'on va rentrer dans l'animation, on pourra pas forcément vous envoyer des trucs tous les 3 ou 4 jours parce qu'il faut mettre en place, sachant en plus que ce projet, moi je l'ai conçu vraiment comme si, enfin, je sais pas exactement comment se conçoit un jeu vidéo, mais étant donné que c'était le but, il fallait que le rendu soit vraiment similaire. Moi, je l'ai conçu dans mon idée du jeu vidéo de comment il fallait que ça soit. Ce qui veut dire que j'ai fait les backgrounds qui sont très très grands, qui vont faire, il y en a certains qui font 10 000 pixels si tu veux, pour vraiment avoir un couloir, tu vois, à suivre avec juste la cam du coup qui le suit. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de taf d'anime pour la partie de boss, où là, il y a avec la transformation, tout ça, c'est ça qui m'a demandé le plus de taf. Mais le reste après, c'est des presets en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment, on peut le voir sur un post que j'ai fait sur Insta. Je crois que c'est mon avant-dernier post où justement j'ai mis tous les personnages de Seb qui courent, qui sautent et tout ça. Ah yes. Et en fait j'ai préparé ces animations, toutes les animations étaient faites, et après c'est le compositing après derrière si tu veux. Finalement c'est ça limite qui prend plus de temps quoi. C'est tout composer. Et donc une fois que ça, comme il y avait pas, je pouvais pas montrer, bah voilà, tiens il y a 10 secondes déjà de séquence, 20 secondes de séquence, du coup on a préparé tout au fur et à mesure, et la phase d'animation, on avait moins de choses à leur présenter rapidement en fait si tu veux. Ok. Mais donc ouais, j'ai conçu ça comme vraiment un jeu vidéo quoi, tu vois. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, une fois que le clip est sorti, le label a reçu énormément de mails de fans et d'abonnés de Seb qui voulaient développer le jeu. Ah ouais. En se disant, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les sources et tout ça pour pouvoir vraiment développer un jeu plateforme, tu vois. Excellent. Et donc pour l'instant c'est encore en cours, mais nous on était dans l'idée de dire ouais, il y a pas de problème à partir du moment où ça reste
en gros libre de droit, gratos, et que tout le monde puisse faire un peu son délire et ce qu'il veut, tu vois, qu'il n'y a pas de thune derrière, qu'il n'y a pas de... Voilà, que c'est juste pour s'amuser, tu vois. Ouais. Mais voilà, du coup, en fait, aujourd'hui, je pourrais donner juste les presets d'animation, tout est calé, il y aurait juste à faire, voilà, après, à composer et à tout mettre dedans, quoi, tu vois. Ok, cool. Donc ouais, effectivement, toi, t'as fait, par exemple, une animation où il court, une autre animation où il saute, C'est ça, et ouais. après, dans le compositing, tu l'as fait déplacer par des keyframes, du coup, c'est ça? Exactement, ouais. Le but, c'est vraiment... Alors, tout est animé en tradi, il n'y a vraiment pas de règle sur... After, là, pour le coup, on en reparlera après plus tard de comment moi j'utilise After maintenant, aujourd'hui. Mhm. Ça a pas mal évolué. Mais là, pour ce clip, After m'a vraiment servi que au compositing et au montage. Ok. Parce qu'après, il y a tous les effets de lumière, les effets de caméra et tout ça. Tout le reste, après, je l'ai animé sur Animate, donc c'est tout en 2D tradi, quoi. Mhm. Et pour ce genre de presets, en fait, le but, pour justement que ça pose pas de problème pour quand tu les cales, ce qui est important, c'est d'avoir plus ou moins le même début et la même fin, en gros. Ouais. C'est-à-dire que, à part quand il court, il faut juste peut-être faire des transitions. Des fois, il y a des petites transitions où juste quand il va s'arrêter. Mais par exemple, quand il est statique et qu'il bouge juste comme ça et qu'il va sauter, il se remet droit. Si tu veux, ça permet d'avoir, voilà, on sait qu'on peut enchaîner tout de suite avec. Ouais. Et ça, ok. je pense, c'est le truc à peu près classique pour justement pour la création de ce genre de jeu vidéo, quoi, tu vois. Mhm. T'as une pause intermédiaire qui est à peu près la même pour tous. Et toi, tu fais juste l'animation entre tes trucs, quoi. Donc, il y a pas, pour le perso, il y a pas tant d'animations que ça. Hein. Il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine qui sont allées assez vite à faire, hein, parce que c'est des petites animations qui tournent sur 1 ou 2 secondes, même pas, tu vois. Mhm. Donc c'est assez rapide à faire, et après c'est juste du montage de plusieurs Ok. animations, quoi. Ouf. Et du coup, dans le process de ce genre de réal, Ouais. toi, t'as dû faire, enfin, du coup, t'as tout scripté, effectivement. Ouais. Après, est-ce que t'as fait un storyboard en rough de Ouais, l'entièreté? Ouais. Alors c'est ça, d'abord on fait tout le script, après j'ai fait un storyboard en rough, en niveau de grille assez rapide, tu vois, pour monter à peu près l'ambiance. Surtout en termes, les décors ont vachement évolué, mais surtout en termes de composition, de placement, pour dire voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Une fois qu'il nous a validé le storyboard avec description classique, hein, là il va se passer ça, là il fait ça, avec le timing, tu vois, entre temps et temps on a ça, entre temps et temps on a ça. Une fois qu'il nous a validé ça, après j'ai fait une animatique. Ouais. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on va pas forcément faire pour des projets motion classiques. Moi maintenant, j'essaie d'en faire tout le temps. Pour pouvoir timer au maximum. Et là, quand on est sur du truc qui fait 2 minutes, 2 minutes 30, tout ça, c'est hyper important. Et du coup, l'animatique, c'est le storyboard, en gros, animé. Hein. Mhm. Sauf que la différence, là, j'ai juste les décors qui défilent, vite fait, calés sur le son, au bon endroit, au bon moment, tout ça. Et j'ai animé vraiment en rough, rapidement, le perso. Ok. Quand il court, j'ai juste fait genre quand il saute, quand il court, histoire que ça donne un peu de vie pour le truc, pour qu'il voie un peu. Ouais. Et des petits monstres à droite à gauche. Pareil, là, pour qu'il nous valide un peu le timing et tout ça. Et c'est de là qu'on s'est dit qu'on pouvait changer peut-être la dernière partie, qui était peut-être un peu longue, et voir comment on pouvait amener ce truc-là, quoi. D'accord. Et donc de là, une fois que ça s'est validé, on sait qu'on a le timing, on sait ce qu'on a à faire. Et donc là, j'enchaîne avec les layouts, avec les... je fais Les planches, quoi, du coup. Ouais, les planches, d'abord, juste en niveau de grille, ça on a validé avec Wallenmeyer, sachant qu'on avait dealé. Lui, il a kiffé, il était pas du tout, il était pas chiant par rapport à ça, mais en gros, on avait dealé. Il faut savoir qu'il y a eu un mois et demi de full prod, vraiment tous les jours. J'ai eu un coup de main quand même sur l'anime, sur certaines séquences d'une animatrice, 16 James, qui m'a bien aidé sur certains FX, sur certaines parties, parce qu'à un moment donné, il fallait aussi que ça avance. Moi, j'aurais kiffé. J'ai fait quasiment, une bonne part tout seul, hein. Mais à un moment donné, il y a aussi d'autres trucs à faire si tu veux pousser aussi certaines parties. Moi, il y a certaines parties que je voulais plus pousser, donc ça prend du temps. Donc du coup, il y avait l'animatique qui était faite, elle a ranimé derrière, elle a cleané derrière certaines séquences, en étant hyper libre. Hein. Le but c'était quand même que je lui dise, écoute, tu vois, il y a l'animatique qui est faite, mais après t'enchaînes comme tu veux. Moi, j'ai fait le perso qui tombe. Par exemple, la séquence où il va pour choper la pierre et il tombe, où là on est vraiment, tu vois le perso tomber et tourner. Ouais. Ça, moi j'ai fait l'animatique assez rough, si tu veux, où il y a le perso qui tourne et tout ça au niveau de grille. Et donc voilà, et ça c'est elle qui l'a animé, qui l'a cleané. Et je lui ai dit, après ça là-dessus, tu fais comme tu veux. Tu vois, moi j'ai pas de. C'est toi qui vois comment tu veux faire évoluer le truc. À partir du moment où tu respectes le timing, après il y a pas de problème, tu vois. Sachant qu'à la base, c'était prévu que je fasse tout seul. Donc tout ce qui est dans le clip, j'aurais pu l'animer, c'était pas un souci, hein. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on prend la décision de se dire, peut-être qu'on va pousser plus ça, et justement de faire, et là c'était, Wallenmeyer ont été producteurs dessus, mais aussi studio, parce que voilà, ils m'ont donné un coup de main sur l'animation, sur certaines parties,
Et donc c'est ça aussi qui est cool, ça permet aussi de pouvoir pousser un peu plus certaines choses. J'ai poussé un peu plus la séquence du boss parce que je savais que j'avais gagné du temps par rapport à d'autres trucs, tu vois. Et pareil pour les FX et tout ça, quoi. Et donc ouais, j'ai commencé à faire les décors en niveau de grille qu'on faisait valider avec Warren Meyer. Et on avait dealé en gros avec le label et avec Seb que on n'a pas beaucoup de temps, donc on pourra pas se permettre d'avoir 15 retours sur chaque décor et tout ça. Donc l'idée c'est que bien sûr qu'il faut que ça plaise. On vous envoie une V1, mais en gros c'est V1, V2 et stop parce que voilà, on peut pas, tu vois. Enfin le process est et finalement en fait on a été sur une V1 validation dès le début à chaque fois. Royal. Chaque fois qu'on envoie, donc ça, ouais, projet de rêve, storyboard, V1, ouais, nickel. Bon, il y a que le script qu'on a réécrit, mais qu'on a réécrit 3 fois, c'est juste des corrections qu'on a refait, quoi, tu vois, rien de. Ouais. Mais à chaque fois, V1 validé, V1 validé, V1 validé, tu vois. Parfait. Donc vraiment hyper cool, quoi. Et après, après, on a cleané les décors, et après, j'ai commencé à faire les animations, quoi. Après, c'est schéma à peu près classique, hein, d'un projet. Totalement. Et du coup, les allers-retours, ça passait par Verlaine Meyer principalement ou plutôt par... Ouais, là, voilà, Warren Meyer a fait, je pense que pour aujourd'hui, en termes de gestion de projet, de production, c'est certainement la meilleure prod avec qui j'ai bossé. Enfin, ils sont vraiment hyper pro, c'est hyper carré. Ils sont pas là juste pour dire, pour faire le lien entre l'artiste, enfin, on va dire l'artiste, le client et le free, et juste dire, ok, bah tiens, il a fait ça, ok, tiens, il a fait ça, ok, non, ouais, c'est bon, pas voilà, le hibou du... Voilà, et ça, enfin, malheureusement, c'est encore beaucoup trop, ouais, c'est beaucoup trop court encore. Enfin, il y a beaucoup de prods qui se passent comme ça, où ils prennent le chèque, ils prennent leur part, et puis voilà, quoi, tu vois, et c'est même pas de la c'est juste de la mise en contact, quoi, si tu veux. Ouais. Et là, non, c'était pas du tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une émulsion quand même entre nous, hein. Chaque truc était réfléchi, on a vu ça ensemble, on voyait chaque truc ensemble, comment on peut faire ça, comment on peut faire ça. Ils me donnaient toujours carte blanche, chaque validation était toujours avec, entre guillemets, mon accord, si tu veux. Quand eux, ils proposaient quelque chose, moi aussi, c'est pour ça que j'étais content de bosser avec eux. Je savais qui était derrière. Mmh. Ils n'avaient pas besoin de moi pour, tu vois, pour ce projet-là. Enfin, dans le sens que ils sont hyper contents du projet, hein, mais ils auraient pu le faire aussi avec quelqu'un d'autre. C'est parce qu'ils voulaient bosser avec moi. Mais en gros, ils auraient pu bosser avec n'importe qui d'autre. Je veux dire, les mecs sont hyper, enfin, tu vois, sont hyper pros. Ils n'ont pas encore énormément de projets. Ils sont pas forcément encore trop connus, mais pour moi, c'est un des meilleurs studios en français, vraiment, c'est vraiment ouf ce qu'ils font. Et Gwen, du coup, qui est directeur d'animation et réal souvent sur les projets, est vraiment très très fort. Donc c'était pour moi important de bosser avec eux et aussi d'avoir leur avis, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Okay. Donc du coup, chaque truc était réfléchi ensemble. Et ça allait assez rapidement. Et donc ils ont fait un travail qui était vraiment génial, même en termes de prod et gestion de projet vis-à-vis du label et vis-à-vis de Seb et vis-à-vis du client, entre guillemets, quoi, tu vois. Totalement. Et t'arriverais à nous donner un ordre d'idée de la pré-prod en termes de timing et de l'animation en tant que telle et du compositing? Ouais, alors comme étant donné qu'il y avait vraiment une phase d'anime et de compositing, et je faisais de l'anime, du compositing, c'était un peu différent, mais on va dire qu'en termes de pré-prod, moi j'entends pré-prod, c'est vraiment script, recherche de DA, storyboard, et ouais, animatique. Moi, on va dire que ça, je le mets dans la pré-prod, et ça, là je bossais pas forcément à temps plein dessus vraiment tout le temps, en plus j'avais encore d'autres projets encore, et à ce moment-là, si tu veux, c'était quasiment sûr, mais on n'avait pas encore le go final de dire ok, c'est bon, le projet c'est sûr et tout ça. Je sais pas si j'ai le droit d'expliquer le process un peu qu'il y a derrière en termes de production, de budget, de comment les budgets sont validés de leur côté, si tu veux. Mmh. Mais il fallait attendre d'avoir un vrai go 100% qu'on a eu plus tard, donc on était moins pris. Mais ça s'est déroulé sur une dizaine de jours, donc je pense qu'en termes de taf effectif, il y a une bonne semaine quand même de pré-prod. Okay. En gros, tu vois. Mmh. Après, en termes de DA, je crois qu'on était sur 2 semaines. Donc, tous les persos secondaires, tous les backgrounds en clean et tout ça. Et il y a à peu près 3 semaines animation compositing. Ok, d'accord. Voilà, concrètement, c'était à peu près ça. Cool. Ouais, tu vois, moi, j'aurais pensé un peu plus de pré-prod comme ça après de prime abord, mais... Bah, étant donné, en fait, si tu veux, comme comment ça s'appelle, le sujet était simple, et en gros, c'était bon, en gros, t'as un perso qui court, qui saute et qui tape, si tu veux. Mmh. Donc, en termes de scénario, on va dire qu'en termes de scénario, il y a rien. Tu vois, il y a pas Oui, tout à fait, ouais. Moi, si tu veux, j'ai écrit, j'ai mis
quand même 2 ou 3 jours, je crois, pour le script, parce que j'ai pris le temps, parce que j'ai quand même analysé énormément la musique, il y a plein de clins d'œil à la musique qui se ressentent pas forcément, mais j'ai essayé d'adapter chaque chapitre et chaque tableau à ce qu'il va raconter. Quand il parle de cercueil, de mort et tout ça, voilà, pourquoi voilà, le cimetière, enfin ça va pas plus loin, mais voilà, quand il parle de Stephen Hawking, tout ça, qui parle de Han Solo, bon bah voilà, le délire un peu plus SF et tout ça, les rivières du Styx, c'est pareil, là c'est sur le dernier parcours avec la lave, si tu veux, voilà, j'ai essayé de voir comment, donc le temps de réfléchir à tout ça, le temps d'écrire, mais là c'était plus de trouver, là c'était de l'écriture d'ambiance, vraiment, en disant bon bah là il fait ça, là il remonte, le refrain il est dans les cieux et tout ça, c'est le moment plus calme parce qu'il parle voilà du château, nanani, mais c'était plus de l'ambiance et de l'image, c'était pas de l'écriture scénaristique qui là peut prendre plus de temps si tu veux. Donc la pré-prod est allée assez rapidement, et moi j'avais déjà des idées assez qui étaient déjà bien trouvées, et puis avant de commencer le projet, il m'en avait un peu parlé déjà, j'avais commencé un peu à chercher des références et tout ça, donc si tu veux, on a présenté le dossier, où il y avait un mini-script vite fait, juste de quelques lignes de voilà ce qui pourrait se passer, avec un dossier de ref et tout, donc si tu veux, il y avait déjà ça ouais, ça c'était pré-mâché quoi. Il y avait déjà une partie qui était déjà faite en fait, si tu veux. Ok. Donc la pré-prod sur ce projet a été quand même assez rapide, ouais. Ça marche, cool. Et toi, quand tu te lances dans un projet comme ça, tu le fais de manière chronologique, ou tu vas faire, par exemple, la scène que tu préfères en premier, ou comment tu... Alors ouais, bien sûr, quand j'attaque ce genre de projet, même ça c'est mon truc à peu près classique, hein, mais je vais pas forcément faire la scène que je préfère le mieux, parce que des fois ça peut être des scènes hyper simples, qui prennent pas forcément beaucoup de temps. Je vais plus commencer par le compliqué, entre guillemets, tu vois. D'accord. Pour après finir sur le plus simple. Ou sinon aussi ce que je fais, c'est que je mets déjà plus ou moins tout en place, en timing, en disant voilà, tous les éléments apparaissent plus ou moins là, tu vois, juste en cut au début, avant même qu'il y a forcément une animation pour voir à peu près chronologiquement comment ça se passe. Là, je l'ai pas fait parce que là, c'était différent, mais je commence comme ça. Et donc du coup, par exemple, quand j'ai commencé les illus, j'ai commencé vraiment par les backgrounds qui, pas forcément qu'allaient me poser le plus de problèmes, mais où j'avais des idées mais qui n'étaient pas encore hyper calées. Donc là, et donc je commençais par ça. D'accord. Avant de me dire, ok, par exemple le décor de la forêt, le premier décor, en soi, je savais plus ou moins ce que je voulais faire. C'est un peu marécageux, un peu glauque. Tu mets des arbres, tu mets des marécages. Il y a des idées qui sont venues petit à petit. Celui-là, il a été long parce qu'il est grand, il est très très grand, mais ça allait assez vite à faire. J'ai commencé par, je crois, le décor du boss, parce que j'avais imaginé déjà ce que je voulais, mais j'avais pas encore mon rendu final, donc j'ai commencé par celui-là, et après le décor un peu SF, là, qui est tout bleu. Et voilà, j'ai commencé par ceux-là qui, pour moi, étaient pas les plus compliqués, mais ceux où j'avais peut-être le moins encore d'images vraiment en tête du rendu final. D'accord. En termes de compos, en termes de couleurs et tout ça. Et sachant qu'après, c'est pareil, c'est un espèce de... comme une voiture qui commence à démarrer tranquillement, que tu fais chauffer. Je me suis fait la main sur ceux-là, et après les restes sont allés assez vite, parce que ça y est, t'as été rodé, tu sais comment gérer tes trucs. Ok. Et pour l'animation, à peu près pareil. Ça marche. Et du coup, ouais, j'imagine que c'est la scène de la transformation du boss, du coup, où t'as pris le plus de plaisir. Ouais, de ouf, ouais, complètement. Bah tu vois, concrètement, il y avait 3 semaines d'animation, de montage et de compo pour le clip. Ouais. Et juste pour la scène du boss, il y avait quand même une bonne semaine, je pense. Ah ouais, un gros tiers de... ouais, il y avait quand même une bonne semaine, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de FX, il y a pas mal de trucs qui ont tourné, il y a plusieurs séquences que j'ai refaites parce que je les voulais différemment et tout ça. Je savais que j'avais un peu de marge aussi, hein, donc tu vois. Et donc c'est ça, et parce que là, on va dire que c'est la seule séquence qui est plus ou moins scénarisée. Vraiment là, c'est pareil, il y a tout qui a été écrit sur cette séquence-là, c'est vraiment, je l'ai écrit à part. Mais voilà, j'avais écrit que voilà, les premières attaques, il saute, il esquive, il tombe, il reprend. Je fais pas... Enfin, là, c'est pas aussi poussé qu'un court-métrage ou un film d'animation, mais tu peux pas, sur ce genre de projet, étant donné c'est de la tradi, tu peux pas te dire, bon bah tiens, là je vais le faire plutôt comme ça que comme ça. Bah non, parce que quand tu le commences à dessiner, bah tu l'as dessiné, tu vas pas changer sa position 2 secondes après, tu vois, comme un rig par exemple. C'est clair. Donc ça, j'avais vraiment tout écrit, on a fait valider au fur et à mesure les refs et tout ça. Et donc ça, c'est la séquence qui m'a pris un peu plus de temps, quoi. Ok. Et t'as une anecdote, un truc qui sort un peu de l'ordinaire sur la réal de ce clip-là, ou est-ce que tu t'es filmé comme ce qu'on disait avec Mehdi pour avoir des refs, des trucs comme ça, ou... Ah ouais, alors ça c'est marrant parce que c'est un truc que je faisais pas forcément à l'époque, je cherchais un peu des refs, tout ça.
Mais ouais, ça je conseille, et ça vraiment, même si c'est pour du rig, tout simple, de personnages et tout ça. Ouais. En ref, bon, tu peux pas forcément trouver toujours tout ce que t'as besoin, à un moment donné. Tu vois, tu peux pas se passer à un moment donné 15 jours à chercher une ref d'un mec qui est en train de marcher, en train de sauter. Et donc le plus simple, c'est de filmer, de le faire soi-même. Et alors pas forcément sur les animes de l'avatar de Seb parce que c'est assez simple, tu vois. Mais ouais, pour la transformation du boss, je me suis pas filmé, mais tu le mimes en tout cas pour essayer de voir comment. Et ça, c'est hyper important. Et il y a plein de. Vraiment, si tu vois pas comment animer ton truc, bah pose ton appareil, ton téléphone, filme-toi, essaye de voir comment toi tu fais. Et ouais, ça c'est hyper important. Il faut aller voir sur le. Il a un compte Insta, c'est Snow quelque chose. Je te donnerai je chercherai, je te donnerai le lien. Comme ça, tu pourras le mettre si tu veux dans la description. Ouais. Et donc, c'est un mec qui est DA et je crois qu'il est réal aussi sur les Disney, sur la Reine des Neiges et tout ça. Mm-hmm. Et justement, sur son Insta, il met souvent les refs qu'il a filmés lui. En fait, il faut savoir que dans tous les gros studios, ils ont des espèces de grandes salles imprévues où les mecs sont calés, ils ont des appareils photo et ils se tournent, quoi, tu vois. Ok. Et il te montre toutes les séquences, genre qu'il est en train de filmer lui, tu le vois avec des gestures hyper féminines et tout ça, alors que le mec fait genre 2 mètres sur 1m50, enfin, il est. Mais pas la petite fille frêle, quoi, tu vois. Et tu le vois, il poste souvent des trucs où il est en train de mimer les expressions de Elsa, je crois, le personnage. Et du coup, qui leur a servi pour l'animation, pour la 3D, tu vois. Ouais. Bah, pourquoi ? Parce que en fait, tu vas animer tu vas prendre ta tasse de café, tu vas animer un mec qui prend une tasse de café, bon bah tu vas le faire assez simple, tu vas rajouter un peu des trucs cool, mais voilà. Et tu vas te rendre compte que quand tu le fais toi, tu vas faire des trucs qui sont humains et que tu penserais pas en fait, et d'où en fait l'importance des références. Même pas forcément en termes de placement, de proportion, mais en termes d'attitude en fait, tu vois. Surtout pour l'acting et tout ça. Bon, moi il y en a pas dans le level up, mais ouais, ça c'est hyper important. Ça je conseille vraiment de le faire aussi souvent que possible, quoi. Ouais. Mais parce que, bon, là, pour la transformation du boss, en l'occurrence, t'as tous les muscles qui se gonflent, enfin, toi, t'y vas un peu, comment t'appréhendes, en fait, ce genre d'animation, bon, et après, il y a... Alors, justement, alors là, ouais. Le but, déjà, à la base, c'est, tu fais une espèce de, juste déjà, pour le timing, une espèce d'animatique vraiment rough, ou vraiment pas du bonhomme en bâton, mais presque, si tu veux, pour voir déjà un peu le placement et voir ce qu'il peut faire. Mm-hmm. Et après tu mettais vraiment les parties principales, les postes clés, où il est debout, après il tombe. Et donc là j'ai cherché un peu des refs de comment le perso pouvait... tu vois ce truc, justement, quand il tombe et qui remonte, comment ça pouvait... qu'on sente un peu quand même le truc, enfin tu vois, qu'il s'est pris un coup, qui tombe et que d'un coup, voilà. Ouais. Ça, là-dessus, ouais, j'ai cherché un peu des refs. Il faut savoir s'inspirer aussi un peu de ce... Enfin, c'est hyper important de faire de la veille, tu vois, vidéo, et de voir un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Ça peut te donner des idées. Et là, j'ai pas vu du tout la ref, c'était pas du tout la transformation, mais c'était plus de voir l'attitude un peu du personnage, de quand il tombe, tu vois. Mm-hmm. Et ce truc un peu où d'un coup, il remonte et... Comme s'il était possédé, transformations... quoi, un peu... Ouais, c'est ça, et je voulais vraiment qu'il se déforme un peu dans tous les sens pour qu'on sente vraiment ce côté... Et ça, c'est des trucs que tu vois à peu près classiques dans plein d'animations, même japonaises ou quoi, tu vois, ces espèces de transformations qui sont vachement abusées, avec d'abord juste le bras qui bouge, et après, au fur et à mesure, tu rajoutes un peu, j'ai rajouté un peu des éclairs, un peu des trucs, tu vois, pour accentuer encore plus le truc, quoi. Mais celle-là était vraiment cool. Ouais, impressionnante, abusée. Ouais, merci. Et maintenant, est-ce que tu penses que c'est important d'aimer l'œuvre de l'artiste quand tu fais le clip, ou c'est un projet comme si tu vendais des piscines, bon voilà. Ouais, bah ça malheureusement c'est le cas dans plein de projets quand même. À un moment donné, quand t'es freelance, voilà, on va pas se cacher. Il y a des projets qui sont hyper cool. Il y a des projets qui sont là juste pour manger, et il y a plein de studios et plein d'invités qui l'ont dit, d'ailleurs dans le motion plus design et tout ça. Je sais pas si t'en as déjà vu, totalement, mais il y en a plein qui disaient, voilà, les gars, faut pas se dire que on a fait des génériques pour Marvel et tout ça, mais à côté de ça, même les gros studios font aussi de temps en temps des projets qui sont moins cool, de l'alimentaire, et qui permettent de faire du chiffre aussi. À un moment donné, il faut aussi vivre, tu vois. Et tu peux pas forcément tout le temps tomber amoureux de ton projet. À un moment donné, qu'on vient pour te voir pour tel truc qui donne pas envie,
Bon, après, moi, j'accepte pas tous les projets. Si le FN demain vient pour me dire, il faut faire un truc pour Le Pen, bah non, en fait, je m'en fous, tu vois, même si c'est payé à 25 milliards d'euros. Enfin, à un moment donné, t'as un minimum. Enfin, un peu d'éthique, quoi. Ouais. Voilà, moi, je suis pas comme ça, en tout cas. Là, c'est compliqué de tomber amoureux du projet. Mais voilà, tu peux pas forcément. Il faut essayer de trouver du plaisir au maximum. Des fois, c'est impossible. Moi, il y a eu des projets, des fois, où ça a commencé en un peu carte blanche, on va se faire plaisir, vas-y, les gars. Faisons un truc cool, et en fait le client non, on veut pas parce que pour lui la modernité c'est un picto rond sur fond blanc central, et voilà. Ah yes. Et donc à un moment donné, bon bah au début, et après le seul plaisir que tu trouves, c'est que tu dis bon bah finalement ça va être plus rapide à faire que prévu, c'est moins chiant, donc c'est à mieux payer que finalement voilà, et c'est le seul plaisir que tu prends. Malheureusement ça fait partie du truc. Mais si tu arrives à kiffer ton projet et à aimer vraiment le truc, t'es pas obligé d'aimer forcément le genre de musique, bien que c'est pas forcément le style de musique que j'écoute, ce qu'a fait Seb, mais j'ai trouvé le son quand même hyper cool. Même ce qu'il disait, faut savoir qu'il est très second degré dans ce qu'il raconte et tout ça. Et donc j'ai vraiment trouvé le sujet cool et puis le délire cool, tu vois. Donc ouais, moi j'ai kiffé autant le projet que l'idée même générale du truc. Et c'est toujours cool, ça se voit quand t'aimes un projet, quand tu le fais, tu vois, tu mets tu passes plus de temps. Tu vas passer des heures, c'est pas des heures obligatoires en plus que tu vas faire, parce que t'as pas le choix. Oui, tu les fais parce qu'il faut les faire, mais bon, tu te dis, vas-y, il faut que je donne tout, tu vois, parce que le projet est cool, et voilà. Donc c'est quand même mieux d'aimer le projet, quoi. Ouais. Parce que tu sais, forcément pour un clip, que tu vas poncer la musique des centaines de fois. Ah, de ouf. Ah ouais. Donc, alors pour avoir fait, à bosser sur la scéno des Energy Music Awards il y a 8 ou 9 ans, ouais. Et pour avoir fait, en fait, dans les Energy Music Awards, en fait, t'as des gros écrans derrière qui diffusent, en fait, on fait des pseudo-clips assez rapides. Souvent, c'est des trucs en typo ou des petites animations ou quoi. Ok. Qui peuvent être plus ou moins cool et qui durent le temps du truc, c'est pour avoir quand même du contenu derrière sur les écrans géants. Ouais. Donc tu peux faire quand même des trucs cool. Mais si tu veux, là, quand t'enchaînes, j'ai fait ça pendant 2 mois, bah c'était une prod de 2 mois tous les jours. Bah quand tu fais du... j'ai rien contre tous ces artistes, hein. Mais quand tu fais du Patrick Bruel, quand tu fais du One Direction, Amel Bent, enfin tous ces trucs-là, à un moment donné, quand tu l'entends en boucle toute la journée, ouais, tu deviens fou, quoi. Ouais. Tu deviens fou parce qu'en plus, là, tu dois caler des trucs sur le son avec le mot qui dit... Ouais, là, t'en peux plus. Là, ouais, là, à un moment donné, ça te sort par les yeux, vraiment. Là, non, c'était différent parce que le but, c'était pas de caler trop sur le son, si tu veux. Donc oui, tu l'écoutais au fur et à mesure, mais je l'avais pas dans le casque tout le temps. Donc ça m'a pas dégoûté par rapport à ce que j'ai pu faire pour l'Energy Music Award, où là t'en peux plus. Ok. Tu veux plus entendre parler, quoi. Même si c'était un projet hyper cool, sur le direct, on était sur place et tout ça, forcément on a été invité. J'ai rencontré plein d'artistes. Donc ouais, ça c'était le côté cool. Mais ouais, là le son c'est un peu compliqué à l'apprécier. Tu finis un peu par le vomir après. Et donc là, c'était aussi de l'habillage télé, alors pour le coup, ton taf là-dessus. Enfin, de l'habillage, habillage scéno, donc dans le sens vraiment les synthés, certains écrans derrière, on était pas mal à bosser là-dessus. C'était l'époque de Psy, tu sais, Gangnam Style. Ouais. Ouais, voilà, c'était à cette époque-là, c'était le truc, le mec avait fait 1 milliard de vues et tout ça, c'est la première fois qu'il faisait une télé en France et tout ça, c'était à cette époque-là. Donc c'était quand même assez cool, tu vois, pour l'expérience et tout ça, quoi. Mais en termes de son, ouais, c'était moins... c'était pas rock en scène ou, tu vois... Ouais, clairement. Ok. Et du coup, pour Green Montana, tu disais que ça s'était passé un peu différemment? J'ai pas été contacté pour ce clip parce que Level Up était sorti. Parce que non, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que donc la prod m'ont contacté 1 semaine avant la publication du clip, ce qui fait que personne l'avait vu encore. Et ils étaient tombés sur mon profil, ils ont dit ouais, c'est cool, ça peut correspondre à ce que l'artiste il veut, et donc du coup il m'a appelé par Insta, ouais, est-ce que t'es chaud, on a un artiste qui aimerait bien faire un clip animé et tout, est-ce que ça te dit, quoi. Ok, ah ouais. Et donc c'est parti de là. Donc voilà, et après pareil, du WhatsApp avec l'artiste, avec le label et tout ça. Mais là ouais, pour ce projet, alors c'était une bonne expérience au niveau du challenge, si tu veux. Mais en gros là c'était 3 semaines de taf pour ah oui, d'accord. Pour 3 minutes 30, quoi, tu vois. Et j'ai eu une semaine de pré-prod, une semaine de DA et 1 semaine pour faire animation, compositing et montage. Ah ouais. Donc ouais, c'est pour ça que
c'est pour ça qu'en termes d'animation, c'est assez simple, ça pousse pas non plus, tu vois, tu peux pas pousser, parce qu'en une semaine, à un moment donné, tu peux pas tout faire, quoi. C'est clair. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a eu une rallonge de quasiment une semaine qui n'a servi qu'à refaire du montage pour rajouter notre séquence, pour changer là, pour rajouter un peu plus de trucs et tout ça. Donc ouais, c'était une prod qui était un peu plus compliquée en termes de prod, entre guillemets, parce que ouais, c'était vraiment trop... C'était un bon challenge de sortir un truc assez rapidement, si tu veux, mais c'est une bonne expérience, mais je le referai pas de cette façon, quoi. D'accord. Mais le process était le même, sinon, hein, plus ou moins. Là, il y avait un peu plus d'écriture, parce que là, on a essayé quand même d'avoir un délire, tu vois, d'écriture et tout ça. Mais le process était à peu près similaire, quoi, ouais. T'avais aussi plus ou moins carte blanche, du coup, sur le... Ah oui, là, par contre, ouais, 100%. On avait fait une note d'intention et tout ça, pour leur expliquer un peu, voilà, la vision du truc, avec un style, avec des refs et tout. Et ouais, c'est pareil, en fait, si tu veux, on a pris quasiment presque une semaine juste à faire dans la pré-prod. En fait, dans la pré-prod, il y avait le script, et même pas du storyboard, en fait. La pré-prod, en fait, pour le coup, là, c'était script et recherche de design du perso, donc quasiment une semaine pour des petits détails. Et ça, une semaine, quand t'as 3 semaines et demie de... c'est précieux. C'est compliqué, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Un peu moins carré sur ce... Ouais, c'est ça, un peu moins carré sur la prod. Sur la prod, ouais. Et c'est moins mon délire au niveau du son, même si la prod son est quand même assez cool, finalement. Il y a quand même il y a du gros taf derrière et tout ça. C'est quand même un label le mec n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Et voilà, je crois qu'il a 20 000 abonnés sur Insta, sur YouTube, il n'en a pas beaucoup. Mais il a signé il n'y a pas très longtemps dans le label. Le label, c'est 9-2i, c'est le label de Booba. Ah, yes. Et c'est un mec qui va... moi, c'est pas trop mon délire, hein. Même si le son, j'ai quand même bien aimé taffer dessus, le son était quand même assez cool. Mais c'est un mec qui va cartonner, qui va monter en flèche dans pas longtemps. Je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, le mec sera... je dis pas que ça sera le nouveau... Maître Gims, tu vois, mais... Il y a un le potentiel, mec, quoi. le mec va être une référence. Enfin, de ce que j'ai vu en termes de commentaires et des fans qu'il y a derrière, des mecs qui aiment bien ce genre de son et tout ça, c'est à peu près tout ce que... Enfin, tout le monde se dit, ouais, même dans les journaux et tout ça, vraiment spécialisés, ils disent que c'est la nouvelle tête montante un peu du label, quoi. Ok. Ouais, et quand t'as Booba derrière, je pense que l'image, elle est importante, quoi. Ouais, complètement. C'est pour ça que là, le label, il y avait vraiment le gros derrière qui décidait eux. Il fallait que ça plaise quand même à Green Montana, mais le label était vraiment hyper présent pour le coup derrière, quoi. À gérer vraiment, ouais. Ok, cool. L'image et tout ça, quoi. Donc l'exercice du clip, c'est un exercice que tu kiffes, que t'as... Ouais, complètement. Bah moi, j'adore la musique, tu vois, donc j'aimerais bien un jour faire un clip plus, tu vois, genre moi, des artistes que j'aime, par exemple, il y a... Enfin, je sais pas, il y a plein d'artistes français. Moi, je suis plus... ça, c'est moins possible. Je suis plus vraiment en rock des années ambiance 80, quoi, tu vois, ou même Woodstock, tu vois, ça, c'est vraiment ma musique que je kiffe de ouf. Ok. Faire un clip pour ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, tu vois. Peut-être en projet perso, mais où il y a plein d'artistes français comme M, par exemple, que j'adore beaucoup. Yes, ouais. Ou d'autres même, je kiffe aussi. Enfin, tu vois, moi, j'écoute vraiment de tout. Enfin, tu vois, faire un clip pour IAM ou pour autre chose, tu vois, pour Orelsan, pour ce genre de trucs, Romeo Elvis, tu vois, This is la pêche, j'en sais rien quand je parle de rap. Mais après, pour de l'électro, je sais pas, pour du Daft Punk, pour du Justice, tu vois, voilà, c'est le genre de son que, voilà, c'est vraiment hyper varié. Ok. Je kifferais, quoi, si tu veux. Et déjà, juste pour le son, pour le plaisir. Mais sinon, pour le clip animé, je trouve ça vraiment cool parce que, bah, pour le coup, là, tu sors d'un contexte vraiment corporate, on va dire. Ouais. T'as quelque chose de plus écrit, donc voilà, tu t'amuses plus, quoi. C'est vrai qu'en motion, souvent, les clips, au tout début, c'était juste les paroles en typo, un peu animées. Ouais. Et du coup, là, bah, ils vont un peu plus loin, ils prennent ce virage-là, donc c'est super cool, quoi. Ouais, de plus en plus. D'ailleurs, là, je poste sur un nouveau clip. Ah, yes. Un nouveau clip animé. Alors, celui-là, il est un peu spécial parce que c'est un artiste qui m'a contacté via Insta, qui avait vu ce que j'avais fait, qui a adoré. Et en fait, là, ça va être un mini-clip de 1 minute, à peu près, en gros. C'est plus un espèce de teaser, mais qui sera sur le son, qui sera complètement full animé. Où là, on sera plus dans un délire un peu motion à la Giant Ant, un peu dans le terme de rendu, si tu veux, dans ce qu'on va pouvoir faire et tout ça. Enfin, ce que je vais essayer, en tout cas. Mais vraiment que sur 1 minute. Et en fait, là, je l'ai vraiment pris un peu comme un projet perso. Mais je l'ai pris parce que le style était vraiment cool. Ça permet de se faire plaisir, si tu veux. Et là, en termes de visibilité, il n'y en aura pas énorme. C'est bien de regarder le budget, ça fait vivre. Il peut y avoir... Moi, il y a eu des projets pro que j'ai pris qui avaient très peu de budget, mais je savais derrière que
que le projet allait être hyper cool, qu'il y avait moyen de faire un truc vraiment bien. Et donc voilà, ça sera une belle ref, tu vois, il faut pas regarder que le budget, quoi. À partir du moment où il y a une deadline qui est suffisamment large et qu'on a assez de dispo, on va dire, pour pouvoir faire le truc sans être trop sous pression, tu vois, il faut pas se dire, bah non, tu vois, je prends pas parce que ça rentre pas dans mon code, dans ma grille tarifaire, et tout ça, quoi. D'accord, ouais, c'est vrai que ça fait... du coup, c'est vrai que ce genre de projet, t'es un peu plus logiquement libre. Du coup, tu peux vraiment adapter à ce que t'as envie de faire et le tourner presque, comme tu dis, en projet perso, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Yes. Et du coup, le clip de Seb, c'était ton premier clip ou t'avais déjà fait... T'en avais déjà fait c'était avant? le premier. Ouais, c'était le premier. Ok. C'était le premier, donc là, il y en a eu 2, il y en a un autre qui va arriver, donc espérons que... Et je dis pas que j'ai envie de me placer comme le mec qui fait que des clips, qui fait des clips animés, mais c'est que le style est, on va dire, ce que ça demande, c'est vraiment plus cool. Enfin, tu vois, ça change, voilà, ça change. Moi, j'essaye de sortir... il peut y avoir des projets corpo qui sont vraiment cool à faire, hein. Ouais. Même dans le sujet, tu vois... Le parti pris aussi, le problème c'est que ça c'est un petit peu moins en France, je trouve, à part certaines prods qui essayent vraiment de tirer le projet vers le haut avec les clients et tout ça. Mais on reste quand même hyper classique, tu vois, sans essayer de trop partir, tu vois. Alors que aux États-Unis ou même dans d'autres pays, au Canada ou quoi, il y a quand même essayé d'essayer de scénariser au maximum et de comment rendre un projet qui à la base sur papier est pas fou, comment le rendre cool. Donc il y a moyen quand même de faire des projets hyper cool en corpo, tu vois. Totalement, ouais. Ça, de ouf, hein. Mais j'avais envie de sortir un peu là-dessus parce que je me sentais un peu trop encore contenu, tu vois, par rapport à ça. Et donc là, ouais, ça a été l'occasion, quoi. Donc ouais, c'est cool. Si je peux faire plus de ce genre de projet, je demande pas à faire que du clip animé, hein, mais plus de projets vraiment plus scénarisés et dans ce délire, ouais, tant mieux, quoi. C'est clair. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et justement, là, c'est vrai que toi, t'es vraiment dans l'anime 2D du frame by frame. Ouais. Est-ce que comment t'as pris ce virage de entre guillemets keyframe vers frame by frame? Ça s'est fait naturellement? Alors oui et non. Oui, parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire, que je testais et que je trouvais ça cool. Et moi, c'était comme ça un peu que je voulais évoluer en termes de technique. Et ça s'est fait aussi pas par dépit, mais alors c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant en termes de rig sur After et tout ça, avec ce que fait Duduf et tout ça, c'est assez ouf, même les autres trucs, hein. Mais je trouvais ça vraiment trop contraignant et t'es quand même assez limité à un moment donné sur un rig. Ouais, totalement. Si tu veux faire certaines animations à un moment donné, faut voir comment. Enfin, si tu peux le faire. Tu peux le gérer différemment si tu veux, mais moi je voulais pousser un peu plus le truc et que du coup le frame by frame c'était la solution pour arriver à ce que je voulais faire. Ok. Bien que le rig j'en fais toujours, mais pour en revenir justement à ce que je disais un peu plus tôt, à mon utilisation d'After, c'est qu'aujourd'hui After il me sert vraiment plus pour le compositing, pour les animations plus graphiques, par exemple ou pour l'habillage, ou pour des trucs vraiment plus tu vois, picto, ou plus graphique, tu vois, vraiment dans le délire un peu, même si j'en fais pas forcément, mais tu vois ce que fait par exemple Romain Louberson. Yes. Tu vois, on est vraiment graphique de ouf et tout ça. Voilà, là After c'est vraiment parfait, tu vois. Mais quand je fais du rig, par contre, moi je suis pas du genre à me dire il faut qu'un logiciel fasse tout. Ce qu'a fait Duduf avec Duik, c'est vraiment bien. Tous les autres scripts qui existent pour faire le rig, c'est vraiment bien. Mais pour moi, ça reste encore trop fastidieux pour riguer un perso. C'est-à-dire que c'est dommage en fait de voir aujourd'hui ta limite sur Insta, par exemple, plus de posts où les mecs te montrent comment ils ont fait les rigs, ouais. à tel point que c'est tellement ouf de se dire qu'aujourd'hui tu fais un rig qui est complètement hallucinant que de l'animation en elle-même. En fait, tu devrais être fier presque de l'animation que tu as fait plus que du rig. Et c'est pour ça que je suis pas dans cette idée de dire qu'il faut que le soft fasse tout. Moi, j'utilise vraiment, s'il faut que j'utilise 15 logiciels, tant pis. Mais pour moi, After, ça me sert vraiment pour le plus graphique, montage. Montage, il y a Premiere aussi, mais voilà, plus, tu vois, graphique, minimaliste et tout ça, habillage. Mmh. Quand je veux faire de l'animation de perso et du rig, je passe sur Moho. Ah, yes. Ouais. Qui est un logiciel d'animation de rig. Voilà. C'est utilisé dans l'animation, dans les séries et tout ça. Comme Toon Boom aussi, Rick et Morty est fait avec Toon Boom et tout ça. Les Simpsons et tout ça. Des fois, il y a un peu d'anime tradi, mais voilà. Wakfu, c'est fait sur Flash avec le système de rig. La plupart des animations. Mais parce que tu peux faire du rig aussi sur Flash, mais c'est pareil, c'est pas fait pour. Enfin, c'est moins fou. Moho, c'est un vrai logiciel d'anime. En gros, le rig sur ce genre de soft,
c'est le même principe que le rig sur de la 3D. Ok, ouais. T'as autant de fonctionnalités, et donc quand tu fais ton rig, ça met... ça va assez vite à faire, un personnage qui tourne la tête et tout ça, t'as tous tes contrôleurs et tout ça, ça va c'est hyper vite. Et donc, du coup, t'es content, tu passes moins de temps à riguer ton truc et plus de temps à peaufiner ton animation, tu vois. Et ça sert vraiment à ça. Moi, j'encourage vraiment. C'est toujours bien sûr que c'est un nouvel apprentissage, tu dois apprendre un nouveau logiciel. En soi, t'as pas besoin de connaître le logiciel à 100%, à partir du moment où t'as besoin de savoir. T'as juste besoin de savoir, de connaître ce que t'as besoin pour animer ton perso, pour le riguer et tout ça. Ouais. Il fait beaucoup d'autres choses que je sais pas faire, mais je m'en fous parce que moi, je veux faire du rig là-dessus, tu vois. Ok. Et donc voilà, moi, pour le rig, j'utilise Moho. J'ai d'ailleurs un projet qui va sortir certainement bientôt, là, que j'avais fait pour les élections municipales, mais qui a été, du coup, décalé, puisque yes. à cause du confinement et tout ça, donc il aurait dû sortir quasiment il y a 2 mois, le truc, et qui va certainement sortir bientôt. Et là-dedans, c'est pareil, After, c'est surtout du compositing et certaines animes, plus graphiques, mais tous les persos en rig sont assez poussés, et c'est que du Moho, quoi, tu vois. D'accord, ok, ouais. Donc ma question après c'était du coup tu continues à quand même faire de l'animation au keyframe quoi. Tu fais pas de ouf, ouais, complètement, parce que comme je disais, en termes de budget, c'est pareil, en termes de budget et en termes de temps, l'anime tradi même en classique motion, tu vois, même de perso assez flat, forcément ça demande quand même plus de temps que d'avoir un rig, parce que le rig, une fois qu'il est rigué, que le perso est validé, si tu dois rechanger une anime parce que ça va pas, ça va plus vite que reanimer tout en tradi. Donc sur des projets pro, il faut aussi que le projet s'y prête. Donc des fois ça s'y prête pas et tu fais du rig. Et je kiffe quand même aussi faire du rig, donc j'en fais aussi quand il y a besoin, parce que c'est cool et parce que voilà, non, j'arrête pas forcément, tu vois. Et moi j'adapte vraiment la technique aux besoins aussi du projet et à ce qu'on peut faire, quoi. Ok. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un logiciel. Tu vois, la tradi vraiment motion, je la fais sur Animate. Si je veux un rendu particulier, je le ferai sur un autre soft. Et je vais pas utiliser Photoshop pour l'animation 2D, parce que pour l'animation tradi, parce que c'est pareil, tu peux le faire, mais je le trouve encore trop fastidieux pour faire du tradi, ça demande, c'est pas conçu pour. Et en termes de gestion de projet et tout ça, c'est l'optimisation, elle est un peu bordélique, donc pour moi, il faut vraiment, tu vois, c'est comme un motion. Aujourd'hui, il faut que le motion designer, il fasse tout. Il faut aussi qu'il fasse le sound design, il faut aussi qu'il fasse ci et qu'il fasse ça. À un moment donné, on est capable de faire du montage, on est capable de mettre un peu d'effet de son, tu vois. Mais il y a des métiers qui existent, et voilà, chacun son métier. Et pour moi, les logiciels, c'est un peu pareil, quoi. Est-ce que toi, t'avais quelque chose à rajouter, un truc que tu voulais aborder, qu'on aborde ensemble sur la thématique du motion, ou même autre chose? Ouais, après, ouais, peut-être juste un truc, j'en parlais justement avec un pote. Pour moi, je pense que c'est vraiment important, c'est de pas lésiner sur les réseaux sociaux, et notamment, du coup, notamment Insta, tu vois, surtout quand t'es en free, pour moi, c'est primordial de bien séparer le pro du perso. Ouais. De pas mixer, tu vois, tu peux de temps en temps en mettre, tu vois, ça peut être marrant, mais c'est important, tu vois, de dire, ok, si tu veux mettre tes photos quand tu fais un apéro ou quoi, fais-le en story à la limite, ou fais un autre compte. Mais si vraiment tu veux que ton Insta, ça soit un peu ton portfolio, utilise-le vraiment que pour ça. Et essayer de poster, essayer de faire des trucs, d'essayer de faire des trucs courts ou des stories, mais essayer de poster régulièrement, parce que Insta, vraiment, aujourd'hui, il y a tout le monde qui est, tous les studios y sont, même il y a de plus en plus de studios, même qui postent même plus sur Vimeo et qui font que des IGTV ou juste des posts Insta, tu vois. Et ça tourne de ouf, et moi, j'ai eu quelques projets via Insta, et il y a plein de mecs qui se font repérer via Insta, parce que maintenant, voilà, c'est... Totalement. Maintenant, c'est un peu la base, donc je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut pas laisser de côté, quoi. Tu penses du coup que c'est presque obsolète d'avoir ou un site perso ou un portfolio, ou... Tu penses que c'est devenu obsolète? Non, parce que moi j'en ai quand même un, parce que ça permet quand même de pouvoir, comme je te disais, moi maintenant Vimeo ça me sert vraiment de plateforme pour mettre mes vidéos. Donc après du coup tu les mets sur ton site et ou sur Behance ou sur ton site, mais au moins tu peux le mettre en full def et tu peux ajouter un peu des planches de DA ou des gifs un peu de certaines séquences. Donc non, c'est quand même bien pour avoir quelque chose de propre, si tu veux. Ouais, pour avoir plus des études de cas, quoi. Exactement, ouais. Pour voilà, si tu veux dire, écoute, va sur mon site, tu vois mon projet, il est tu verras bien un peu le truc et tout ça. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même les agences tapent de moins en moins sur Google et vont de plus en plus sur Insta pour chercher, quoi, tu vois. Ouais. Je crois que c'est hier encore, j'ai vu, je crois que c'était Giant Tent justement qui cherchait. Ouais, un illustrateur pour gérer sur Illustrator et tout ça, ouais, voilà, tu vois.
Et ils ont dit qu'ils passeraient plus par Insta dorénavant parce que c'était efficace de ouf apparemment. Bah c'est ça, le truc c'est qu'en fait tu peux avoir un site internet, t'as beau t'appeler Giant Hunt et avoir un site internet, moi je crois que sur leur site, pourtant ça fait des années que je les suis et que j'adore ce qu'ils font, si en 10 ans j'y suis allé 5 fois sur leur site, c'est beau quoi, tu vois. Ouais. Alors que sur l'Insta en fait, les mecs ils ont 200 000 abonnés et tu sais que tout le monde va voir en fait leur post, donc tu fais une story ou tu fais un post, et tu vas le voir c'est sûr. Ouais, clairement. Et donc tu parlais de Giant Hunt, mais il y en a énormément, il y a énormément de studios qui font des posts quand ils cherchent des nouveaux managers, des nouveaux animateurs, des nouveaux illustrateurs et tout ça, et il y en a plein qui le font en story ou en post, hein. C'est pour ça qu'Insta, il faut vraiment être présent, je pense, c'est vraiment hyper important, quoi. Et comme on disait, il y a cet aspect grave communautaire. De ça ouf. partage vite, quoi, facilement. Ouais, complètement. C'est ça, c'est cette facilité qu'il y a, t'es sur ton téléphone et tu fais facilement le tout. Après, il y a quand même toujours un peu cette course aux followers, et le problème, c'est qu'il y a plein d'agences, il y a plein de prods qui vont contacter plutôt des mecs qui ont 10 000 followers au lieu de 1000, alors que c'est pas forcément justifié, des mecs qui ont 10 000 followers, mais parce qu'ils sont hyper présents, ils postent toutes les semaines ou voire tous les jours, et donc ça crée, voilà, tu vois. Mais ça veut pas dire que les followers ne veulent pas dire forcément que t'es meilleur qu'un autre, si tu veux. Ouais, totalement. Ça, c'est plus pour l'ego et pour les agences. Même de l'expérience avant Insta, hein, il y a plein d'agences qui préfèrent, parce que lui, il est connu et ci et ça. Et même pour des clients qui préfèrent passer par des grosses boîtes parisiennes et payer une fortune parce qu'ils vont penser que c'est mieux, alors que pas forcément, tu vois. Ça, c'est un peu le problème. Mais à côté de ça, c'est primordial et c'est hyper important. Ouais, il faut pas passer à côté, quoi. Yes. Toi, ça t'est arrivé qu'une grosse agence, même étrangère, te contacte? Un gros studio, ouais, via Insta. J'en avais via Insta, ouais. Il y avait alors pas des gros, si, c'est quand même une bonne agence. C'est Coat of Arms. Alors je sais plus. J'ai jamais bossé avec eux du coup, mais ils m'avaient contacté plusieurs fois par Insta. Et d'autres aussi, mais plus maintenant, moins avant, plus maintenant. En fait, je trouve le virage s'est vraiment fait là. Moi, je commence à être vraiment, même si bon, je poste pas tout le temps, mais à être vraiment plus présent et plus actif. Ça fait pas si longtemps que ça finalement sur Insta, tu vois. Et ça commence de plus en plus maintenant je commence de plus en plus à avoir de contacts. Et tu vois, le clip de Green Montana, je l'ai eu par Insta, d'autres projets que j'ai eu par Insta. Enfin, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est quand même important. Et puis, ça va beaucoup plus vite. En fait, t'es pas forcément sûr, même si tu veux contacter une agence, t'es pas forcément sûr qu'elle voit le message. Mais potentiellement, tu peux le faire rapidement par le truc, tu vois. Mais il y a plein de. C'est pour ça en fait que j'aime bien dire ça. Pas que j'en suis fier, mais en termes de followers, vaut mieux regarder la qualité plutôt que la quantité, si tu veux, des followers que t'as. Tu vois, moi, j'ai pas énormément de followers. Mais j'ai des mecs qui me suivent, qui bossent, qui sont DH et Buck et tout ça, quoi. Donc, tu vois, tu sais, au moins, j'ai pas beaucoup de followers, mais le peu qu'il y en a, c'est des mecs qui sont dans le taf, qui sont bons, et tu dis au moins, voilà, c'est les bonnes personnes qui voient ton taf. Quand le clip est sorti de Level Up, forcément que j'ai été tagué sur les posts et tout ça, j'ai pris 300 followers d'un coup. La plupart, j'ai rien contre ça, mais la plupart, c'est des jeunes qui ont entre 10 et 17 ans ou 20 ans. Il y a d'autres aussi, mais si tu veux, ça te fait monter les followers. Mais en soi, c'est pas eux qui vont t'amener du boulot, si tu veux. Ouais, totalement. Mais les followers, ça change l'algorithme, ça rentre dans l'algorithme Insta, et plus t'as de followers, et plus tes posts, et dans les recherches et tout ça, ça remonte, et voilà, plus t'auras de followers, et plus t'auras les followers amènent les followers, et amènent les likes, amènent tout ça, donc c'est quand même important, malheureusement, pour la visibilité, on va dire, quoi. Ok. Cool. Et du coup, tes projets à venir, tu peux en parler globalement ou Ouais, non, là, il y a le clip là justement sur lequel je bosse qui arrivera en fin d'année si tout va bien. Je suis en train de faire le générique d'un docu là pour la rentrée. Ok. Alors je sais pas si je peux trop en parler du docu, mais bon, en gros, ça parlera un peu d'érotisme. D'accord. Donc un générique qui est assez cool, surtout sur le sujet. Je peux pas trop en parler, mais je pense pas. Mais le sujet est assez cool. Donc là, je fais le générique et l'habillage avec un générique un peu spécial. Ça va être assez sympa. Après, j'ai d'autres projets aussi en cours qui roulent un peu des trucs un peu plus classiques, hein, pour des assurances, des trucs pour Orange, tu vois. Et bien sûr, des projets perso. J'ai toujours quantité de projets écrits perso. Moi, j'écris beaucoup aussi. C'est-à-dire que je vais sur mon Evernote et tu vas avoir des quantités faramineuses de scripts
et d'idées. Peut-être qu'il y a 1% qui va voir le jour, mais tu vois, les projets perso, ça passe par là aussi. J'écris beaucoup, tu vois, et des projets perso au motion, j'en ai des vingtaines et des trentaines qui sont déjà écrits, qui verront peut-être jamais le jour. Et pour des illustrations, j'ai même écrit, j'ai commencé à écrire, j'ai 3 scénarios de BD quasiment qui sont quasiment finis, écrits aussi. Pour peut-être des projets perso, projets futurs ou coup. Enfin, tu vois, ouais, enfin. Donc j'ai toujours du taf, même si j'ai pas du pro, j'ai du perso à côté qui attend, quoi. Et est-ce que tu aurais une œuvre récente ou ancienne qui t'a marqué, qui t'a inspiré, qui t'a fait réfléchir ou que t'aimerais partager là si tu penses à quelque chose spontanément? Alors spontanément, la première qui me viendrait, c'est marrant parce que Mehdi a bossé dessus, il en parlait justement de The Line. Ouais. La pub pour le vélo là, qui est complètement folle. Yes. Et donc The Line, c'est un studio d'animation anglais qui sont à Londres, je crois, qui est un des meilleurs studios, enfin un des plus gros studios en anime, pareil, en corpo pub. Enfin, c'est assez ouf ce qu'ils font. Et après, sinon, là qui m'a marqué vraiment, il y a le challenge enfin c'est pas un challenge, mais que j'ai vu il y a pas longtemps là de Ben Marriott. Ah oui, totalement. Le truc de 2 minutes là, qui est vraiment cool. Yes. Et qui mixe vraiment tous les styles un peu avec plein d'artistes vraiment. Projet assez cool. Sur l'amour, ouais. L'amour, ouais, sur dans l'amour, toutes ses ouais. formes. Ouais. Ouais, il était ouf ce projet. Ouais, il était assez ouf celui-là, ouais. Puis après, enfin, il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps que ils sont vraiment cool. Il faut rester à l'affût. Des fois, tu vois des trucs passer 15 ans après. C'est ça, c'est clair. Ok. Et quel est maintenant ton apéro favori? Alors, mon apéro favori. Yes. Alors moi là-dessus, j'ai 2 apéros. J'ai pas un apéro en particulier. Ça va dépendre de l'heure, ça va dépendre du temps, tu vois. C'est pour ça que je vais avoir 2 apéros qui vont être favoris suivant la situation. Okay. Pour moi, par exemple, en plein été, en plein après-midi, bière fraîche cacahuète, tu vois, c'est nickel, ça passe très bien, rien à dire. Et après, en apéro un peu plus pointu, tu vois, genre un peu le soir, tu vois, vin rouge, fromage, charcuterie, et voilà, c'est un truc un peu franchouillard, quoi, mais voilà, tu vois, pour moi, c'est le summum, quoi. Ok, ouais, écoute, très, très intéressant, ça, pas mal. Oui, cacahuète, pour moi, c'est vrai que c'est indispensable. Cacahuète, noix de cajou, pistache, tu vois, avec la bière, c'est bon, quoi. Parfait. Entre potes, tu vois, pas prise de tête, c'est simple et ça suffit. Ça parle à tout le monde. Bah écoute, c'était grave intéressant. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé de ton temps. Merci à toi. J'étais vraiment super cool. Vraiment très content. C'est vraiment hyper cool ce que vous faites. C'est une super initiative. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de contenu comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment hyper cool. Bah c'est gentil, super gentil. Ça peut que nous pousser à continuer de proposer ça, quoi. Pas, là. Vous êtes sur une bonne lancée. Est-ce que tu peux juste nous rappeler tes réseaux? Alors du coup il y a alors en fait ça va être simple parce que sur Facebook j'y suis pas, enfin à part mon compte perso, quoi, donc je publie jamais, j'y vais même jamais. Enfin moi c'est vrai que j'ai un peu cette image de Facebook maintenant, c'est un peu pour ma mère et pour tonton Jackie, quoi, tu vois, c'est vraiment plus. Ou aussi pour les pages c'est bien, pour certaines pages si tu veux, mais Facebook c'est maintenant, enfin pas que c'est dépassé, mais bon, j'utilise quasiment plus, quoi. Twitter, j'ai un compte, mais c'est pareil. En fait, si, sur Twitter, c'est bien si vous voulez voir mes likes de Vimeo. Et voilà, ça permet de voir mes likes. Donc là, c'est pareil, c'est Maxime Spotty, je crois. Ou même si juste Pucci sur Google, normalement, il y a tous les réseaux. Mais sinon, c'est Insta, ouais, principalement. Ça marche. Il y a Dribble aussi, mais j'utilise plus. Donc ouais, vraiment Insta. Principalement Insta, et du coup, sur ton site internet, on peut voir et aussi. sur mon site, il y a pas tout, mais juste les projets principaux que je mets un peu en avant. Avec peut-être des trucs que je vais pas forcément poster sur Insta, tu vois, mais... Ok. Et moi, j'avais juste peut-être une question là qui me vient peut-être légèrement plus personnelle, mais Pucci, du coup, ça vient de... on l'a souvent demandé. Alors ça vient il y a très longtemps, par contre. Enfin, il y a très longtemps, ouais, je sais pas, je devais avoir 20 ans, je pense. À l'époque, j'avais pas encore l'idée de graphisme, de motion et tout ça. À l'époque, moi, je voulais faire vraiment de l'illu. Donc pareil, j'étais carrossier, je dessinais, je faisais des petites BD pour moi. Et c'était ma copine à l'époque, qui est ma femme maintenant, qui m'avait acheté un petit porte-clés, tout marrant, un espèce de bonhomme, avec des coutures un peu en mode déchiré, un peu, mais qui était cool. Ok. Et je me suis dit, il est trop marrant ce perso, je vais en faire une mini BD en fait. Tu vois, j'avais fait 2 planches de cette BD et j'avais appelé le perso Pucci. D'accord, ok. Pucci, pourquoi, je sais pas, c'était venu.
comme ça, et donc du coup c'est resté. Et c'est marrant parce que du coup dans le film Les Mignons, Ouais. je sais plus lequel c'est, mais il y a un petit bonhomme qui à un moment donné se balade avec un rat et il appelle le Poochie. Genre c'est son animal, c'est le Poochie. Alors du coup c'est resté aussi par rapport à tout, ça me faisait beaucoup rire. D'accord. Et voilà, mais donc ouais, ça vient de là, ça vient de. Et du coup je l'ai gardé, je me suis dit allez, je vais trouver un. À l'époque c'était la mode un peu d'avoir un peu un pseudo pour dire voilà, tu sais, t'as ton blast quoi en gros. Ouais. Même si maintenant bon, enfin on l'utilise plus vraiment quoi, tu vois, mais c'était un peu le blast pour se démarquer, donc ouais, c'était venu de là quoi. Ok. Ah, c'est marrant, ouais, comme anecdote. Je pense qu'il y a toujours quand même une petite histoire derrière les pseudos normalement. Je sais que pour Pingu justement, mon pote Julien Martorell, Ouais. lui ça vient en référence à Pingu, vraiment le dessin animé dessin de l'époque animé, du petit pingouin quoi, tu vois, parce qu'il kiffait ça quand il était gamin. Et du coup dans plein de projets il a fait un clin d'œil justement par rapport à ça, et du coup ça restait Pingu et voilà quoi, tu vois. D'accord, ok. Ouais, c'est le petit pingouin là qui fait une bouche bizarre là. Avec son bec. Ouais, c'est ça. Ok. Merci encore beaucoup, Merci Maximin. à toi. C'est vraiment cool. Et on a hâte de voir du coup les projets là qui sont en cours. On a hâte de voir carrément, que ça sorte. Je vais essayer de poster des trucs un peu là sur d'autres trucs assez régulièrement sur Insta. Enfin, je vais essayer dans l'été quoi. Yes. Puis après d'ici la rentrée et d'ici fin d'année, il y a d'autres trucs qui vont sortir, en espérant qu'il y a d'autres projets aussi à côté qui viennent, qui soient cool à montrer quoi. Ouais, clairement. On a hâte. Merci beaucoup et je te souhaite une bonne journée du coup. Merci, toi aussi. Merci. À très vite. Allez, salut. Ciao. Épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéros Motion Design sur Facebook @ApéroMotionDesign, sur Instagram @ApéroMotionDesign et sur Twitter @ApéroMotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast.